Aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique de Villepin, qui a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. À côté de Jacques Chirac, nous regardons les Guignols. Moi, j'étais évidemment plié en deux. C'est drôle, ça. Et Jacques Chirac ne riait pas du tout. Et alors, pas du tout. Et je me retrouve devant Jacques Chirac, gigantesque, commence la conversation en me disant « Dominique, un jour, nous travaillons ensemble. » Vous le faites bien. Est-ce que vous imaginiez certaines choses et en prenant vos fonctions, vous avez été surpris de voir à quel point c'était vrai? Je peux vous dire que dans les secrets de l'État, il n'y a rien sur les ovnis. Les Français qui vous aiment et qui vous suivent, ce qu'ils peuvent espérer que vous arriviez peut-être en 2027 en tant que candidat. Certains, très jeunes, se rêvent tout en haut de l'affiche. Moi, je ne rêve pas d'une fonction. Je rêve d'aller au bout d'une mission. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique de Villepin, qui a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il a vraiment occupé beaucoup de postes très différents, notamment sous Jacques Chirac, qui va nous raconter son parcours politique, tout ce qu'il a pu voir aussi de l'intérieur à l'époque. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux sur Légende. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Prenez 2 secondes pour vous abonner. Vous pouvez liker la vidéo et puis la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties. Et merci de nous écouter en podcast audio si vous faites du sport, si vous êtes en train de nous écouter en train de courir ou alors au travail ou en voiture. En tout cas, voilà, merci d'être là de plus en plus nombreux sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et juste avant de commencer avec Dominique de Villepin, sachez qu'on a lancé le shop de l'émission. Vous êtes nombreux à nous aider à partager et à faire vivre le média partout en France avec notamment le mug, les t-shirts, les sweats. On a aussi les autocollants à coller sur la voiture, comme ça on se reconnaît. D'ailleurs, j'avais dit dans la FAQ, on a fait une vidéo il y a quelques temps, de me faire un petit signe et quand vous doublez des gens qui ont le logo sur leur voiture, de faire le L. Vous êtes nombreux à me le faire aussi régulièrement dans la rue. Donc voilà, merci d'être là de plus en plus nombreux. On va maintenant accueillir Dominique de Villepin. N'hésitez pas à commenter l'émission, à dire ce que vous en avez pensé, proposer des questions aussi, parce que parfois on reçoit des invités plusieurs fois. En tout cas, merci d'être là. Et c'est parti avec Dominique de Villepin sur Légende. On y va. Dominique de Villepin sur Légende, mais sans prétention. C'est marrant, le jour où on tourne aujourd'hui, on vient de voir le classement des politiques préférées des Français en pourcentage de bonnes opinions. Vous avez eu votre position? Non, mais vous allez me le dire. Vous êtes premier. Alors, mon Dieu. Ça fait plaisir quand même, non? Bah oui, c'est une surprise, surtout que je reviens de loin. Est-ce que la politique... J'ai connu l'enfer pendant longtemps. Donc oui, c'est une surprise agréable. C'est l'enfer, la politique. Il y a une partie qui doit être très difficile. C'est en dents de scie. Il y a une partie qui est très dure et qui demande en permanence qu'on se réadapte, qu'on se remette en cause, qu'on se change. C'est peut-être d'ailleurs un des éléments les plus stimulants de la politique. On peut pas se contenter d'être ce qu'on est. Il faut constamment s'adapter à des situations nouvelles, s'adapter à des regards nouveaux, s'adapter à des jugements. Et donc la seule chose qu'on maîtrise, à peu près, c'est soi-même. Tout le reste vous échappe. Tout le reste, c'est des variables qui changent tout le temps. Vous avez été un des plus grands fidèles de Jacques Chirac à l'époque. Vous avez connu la politique, on va dire, avant Internet, avant les réseaux sociaux. Oui, oui, je suis une antiquité. Est-ce que, c'est pas ce que je t'ai dit. Est-ce que ça change quelque chose? Vous qui avez vu un peu les deux, vous avez été après Premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous avez fait beaucoup de postes, on va en reparler après dans votre parcours. Est-ce que vraiment c'est différent de faire de la politique sans les réseaux sociaux qu'avec? Oui, c'est un immense changement. Et depuis 18 ans, puisque j'ai quitté la politique active en 2007, et donc revenant depuis 1 an, 2 ans sur la scène politique, je vois les changements. Et les réseaux sociaux ont accéléré la vitesse de tout. On passe d'un sujet à l'autre, les jugements sont beaucoup plus cruels et beaucoup plus durs, plus violents aussi, mais en même temps, on a le sentiment quand même aussi de beaucoup d'amnésie. On passe d'une passion à une autre, d'une mise en cause à une autre, donc on peut compter sur la capacité de zapping de la politique beaucoup plus qu'avant. Avant, on était ramené à son sujet, à son devoir, et il fallait être capable de répondre, sans compter sur un changement d'opinion. On fait plus attention à ce qu'on dit avec les réseaux sociaux qu'avant, quand on est politique? Je n'en suis pas sûr.
Je n'en suis pas sûr, puisque la trépidation de la vie politique s'accompagne de beaucoup d'amnésie. Donc, on peut compter sur le fait que ce qu'on a dit hier sera oublié demain. Il n'y a pas d'esprit de suite. Moi, j'ai fait de la politique à un moment où tout était lié. Et on était renvoyé à ce qu'on avait dit 5 ans avant, ou ce qu'on avait dit sur un autre sujet. Donc, il fallait en permanence tirer des fils. Il fallait être comptable de ce qu'on avait dit ou fait. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui vous interrogent n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc, ça donne à la fois plus de liberté et en même temps, il faut être capable d'accepter des changements de rythme. Il y a des changements de pied permanents. C'est comme au foot. Tout à coup, faut vraiment être très sûr de ses 2 appuis. Comment vous expliquez 54% de bonnes opinions, numéro 1 du classement des politiques? Ça, c'est l'aspect le plus confortable de cette situation, c'est que je ne me l'explique pas. Justement, c'est une surprise pour moi. Je découvre qu'à un moment donné, on est peut-être mieux écouté, mieux entendu, peut-être parce qu'on s'est tu pendant longtemps. Donc, il y a peut-être un régime de faveur qui fait que on a un accueil plus bienveillant. Mais je crois surtout que on est dans un monde extraordinairement inquiétant, devant des situations très graves, très difficiles. Et peut-être que l'expérience, peut-être que le fait d'avoir le recul, peut-être aussi de parler sans langue de bois, le fait de n'avoir rien à vendre, de n'avoir rien à perdre. D'être libre, en fait, plus. Oui, plus de liberté. L'âge aide, 71 ans, ça permet... C'est encore jeune, oui, mais enfin, on en a au compteur. Donc, il est évident que on est capable peut-être de s'appuyer sur moins de calculs, moins d'ambition aussi, ou de différentes ambitions. Ça donne peut-être une liberté. Numéro 2 du classement, je vais quand même les donner, les 3 premiers, c'est Édouard Philippe, numéro 2, numéro 3, Jordan Bardella. Après, c'est Ségolène Royal, Jean Castex, Fabien Roussel, François Hollande. Il y a peut-être des amis dans la liste, d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce qu'on a des vrais amis en politique? On viendra après sur votre parcours. On a des compagnons de route. On peut avoir des amis. Oui, ça existe comme dans tous les milieux. Non, mais des vrais amis, pas des. Oui, on peut avoir des amis. Parrain de votre fils, par exemple. Enfin, je veux dire, est-ce on peut avoir des vrais non, c'est possible, ça peut exister. Mais c'est davantage des compagnons de route, des camarades de jeu, si je puis dire. Parce que la caractéristique de la politique, c'est pas la fidélité. La fidélité, c'est rarissime en politique. Et pour une raison bien simple, c'est que chacun suit très souvent son propre intérêt, et donc chacun a sa propre boussole. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Le pouvoir de dire non. Je vous mettrai le lien, si vous voulez le commander, dans la description directement de la vidéo sur YouTube. C'est chez Flammarion, chez l'édition Flammarion, chez l'éditeur. Face aux empires sans frontières, il faut refonder une république des Lumières, vous dites. Je vous mettrai le lien aussi si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France encore aujourd'hui tournage. Merci beaucoup. Donc je vous mettrai le lien pour commander le livre directement. Pourquoi vous faites un livre? C'est vraiment pour partager l'expérience, votre vision du monde aujourd'hui? Oui, la première étape, quand j'écris un livre, parce que je ne peux pas parler au nom de tous, mais quand j'écris un livre, le premier objectif d'abord, c'est de m'assurer que je suis honnête, au clair avec moi-même. Donc c'est de clarifier ce que je pense, de clarifier mes engagements, de vérifier aussi qu'un certain nombre d'intuitions peuvent avoir du sens et modifier, faire la différence. Et après, évidemment, partager des analyses, partager des constats, partager des convictions, partager des sentiments. Tout ceci fait la responsabilité politique. Vous dites une phrase dans le livre, vous dites « Jacques Chirac a été le dernier président de tous les Français ». Qu'est-ce que ça veut dire? La Cinquième République s'est ouverte par une figure exceptionnelle qui a dominé notre vie nationale pendant des décennies. Le général de Gaulle. D'abord parce que cette figure, c'est la figure de quelqu'un qui a libéré notre pays, qui nous a appris à ne pas désespérer alors que tout semblait perdu. Donc c'est vraiment une figure de référence. Un peu paternelle même, il y a un truc un peu... Oui, bien sûr, paternelle, et comme toutes les figures paternelles, rejetées par certains, parce que trop oppressantes, donnant le sentiment qu'il écrasait la vie politique nationale. Mais il a ouvert une voie dans la Cinquième République. Et le président de la République, il le définit d'abord comme un arbitre, quelqu'un qui est au-dessus des partis, au-dessus des clivages partisans. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, absolument. Et il est non seulement un arbitre, mais il est le garant de la continuité nationale. Il est celui qui assure la cohérence et la continuité de l'action qui est menée. Et il est aussi l'inspirateur de la nation. Ce rôle-là, on a vu au fil des décennies, on l'a vu évoluer. Et
avec la réforme constitutionnelle de l'an 2000, ramenant le mandat à 5 ans, eh bien, les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire que les figures de président de la République ont commencé à vouloir se mêler de tout. Et à partir de 2007, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron sont devenus véritablement les figures de proue de la République, faisant tout. Je m'inscris contre ce rôle-là, parce qu'on ne peut pas à la fois tout faire et faire l'essentiel. Et faire l'essentiel, c'est ce rôle d'arbitre, c'est ce rôle de garant, c'est ce rôle d'inspirateur. Et donc, je le dis très clairement, depuis 2007, nous sommes un peu orphelins de cette figure paternelle, qui est une figure qui vaut pour tous les Français. Et les présidents de la République successifs, dans les derniers mandats, sont des figures très engagées en politique, mais qui sont d'abord issus d'un clan, d'abord issus d'un parti, et qui représentent donc certains Français plus que d'autres. Je pense qu'il faut revenir à ce caractère primordial, à cette figure. Une sorte de cohésion nationale. Oui, défendre la cohésion nationale à un moment où les choses sont difficiles. Pourtant, c'est, je crois, une priorité pour... Ça devrait le président Macron disait que c'était important, la cohésion nationale. Mais ça devrait être une priorité. Mais cette priorité, il suffit pas de le dire. Parce que, bien évidemment, tous ces présidents successifs ont de l'expérience, ils ont du savoir-faire. Mais il faut l'incarner. Et c'est ce que nous avons vu au fil des crises qui ont marqué les dernières années. Eh bien, cette incarnation, elle devient plus difficile. Et l'image et le rôle du président de la République se brouillent. Eh bien, c'est contre ça que je m'inscris. Et je crois qu'il faut donc revenir à l'esprit des origines de la Ve République. Est-ce qu'on bouillonne quand on est Dominique de Villepin aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie d'en revenir? Est-ce que ça donne envie, justement, de prendre les manettes avec l'expérience et de se dire, tiens... C'est pas tant qu'on a envie de revenir. Si, il faut avoir envie quand même, non? C'est qu'on a la conviction que la France est en difficulté, que la France est en danger, que la France est menacée, la République menacée, l'État menacé. Et donc, oui, on a envie que les choses aillent mieux. On a envie que tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français puissent se retrouver sur un chemin où il y ait davantage global, de consensus. Un commun. Oui, où l'intérêt général puisse redevenir la clé. L'intérêt général, c'est un terme qu'on n'emploie plus. De la même façon, servir la France, on ne l'emploie plus. Le champ politique est d'abord devenu un champ de force, où chacun essaye de tirer son avantage. Chacun essaye de calculer sa part de marché. Chacun essaye de calculer ce qu'il pourrait gagner sur tel et tel autre électorat. Moi, je n'ai jamais attaché d'importance à tout ça. Je n'ai jamais accordé d'importance à des stratégies de communication. Je crois que un homme politique, une femme politique sont là pour servir toute la nation. Sans diviser, sans mettre en œuvre aucune forme de communautarisme, aucune forme d'esprit partisan. Donc là, je crois qu'il y a un défi à relever, c'est de ramener la politique à sa vocation première, qui est servir les Françaises et les Français. Ça s'est scindé, la politique, aujourd'hui, par rapport à avant, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas forcément connu la politique il y a 30, 40 ans. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. La nature même des réseaux sociaux, la nature même du fonctionnement des plateformes numériques, c'est de couper les Français les uns des autres pour constituer des bulles algorithmiques, des bulles cognitives, où on parle à un petit groupe de personnes qui pensent exactement comme nous. Moi, ce que je crois, c'est que la vie, la politique, c'est de parler à tout le monde, qu'ils pensent d'une certaine façon ou d'une autre façon. Mais c'est d'être capable aussi, et c'est ça l'art de la politique, c'est d'arriver à la fin à un consensus, au moins à des compromis qui vont nous permettre d'agir ensemble, et chacun acceptant la position de l'autre. Quelque chose de fascinant dans l'évolution de la démocratie, c'est que le système majoritaire, qui est le système choisi par la Ve République, a peu à peu évolué vers un système de 50% plus une voix. Et dès qu'on a 50% plus une voix, on s'estime la majorité, et à partir de là, on se croit en capacité d'imposer à toutes les minorités sa propre règle. Oui, au 49,9%. Et ça, c'est 99%. Et c'est la démocratie, c'est la loi du nombre. Exactement. Ouais. Et la loi du nombre, c'est pas l'esprit de la démocratie. L'esprit de la démocratie, c'est d'attacher de l'importance aussi à la minorité. Tocqueville, Montesquieu ont tous défendu l'idée que la loi de la majorité, si on l'appliquait de façon aveugle, conduisait à une forme de dictature de la majorité. Donc, derrière le principe démocratique,
et la loi majoritaire, il y a un esprit démocratique qui est la prise en compte de tous. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut veiller. Ça fait quasiment 20 ans que vous êtes parti de la vie politique. 18 ans. 18 ans, ouais, donc quasiment 2007. Un bail. J'ai une question, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Je vais vous la poser, peut-être que vous allez m'éclairer. Si c'est la démocratie, donc le peuple qui choisit, c'est pour ça qu'il y a eu des républiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de référendums ? Typiquement, de référendums même mensuels. Tiens, il y a 3 choix aujourd'hui pour tout le peuple français avec une application ou un truc technologique qu'on peut inventer, qui est vraiment bien fait, et on demande l'avis du peuple. Pourquoi est-ce qu'on ne demande plus l'avis du peuple ? C'est ça qui... Il y a plein de sujets sur lesquels je vois bien que les Français ne sont pas d'accord. Bien sûr. Vous le disiez avant, 90% des gens n'étaient pas d'accord pour la réforme des retraites. Pourquoi ? Après, c'est normal que le chef de l'État choisisse un cap, vous le disiez avant. Évidemment. Donne Évidemment. à la boussole, l'azimut, on va dans cette direction. Mais qu'après, les Français aient le choix. Et qu'ils sachent que si jamais on va dans cette direction-là, ça implique, par contre... S'il y a un non, ça impliquera ça et ça et ça. S'il y a un oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait plus de référendum ? Parce que le référendum est un outil d'une puissance inouïe. Le référendum, c'est le peuple qui se prononce. Or... C'est le principe, normalement. Bien sûr. Or, on lui propose, au peuple français, on lui propose une réforme, on lui propose ce qu'on considère comme étant une avancée, et cette avancée, parfois, n'est pas le véritable objet de la consultation. Parce que le référendum, il arrive qu'il puisse être détourné par le jeu politique et politicien qui fait que d'abord on répond à la personne qui vous pose la question avant de répondre à la question. Et donc, ce que craignent les présidents successifs depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est que, désireux de poser une question sur le fond aux Français, eh bien, cette question passe à la trappe et qu'en fait, le mécontentement, qui très souvent est nourri par l'évolution des années lors d'un mandat, le mécontentement l'emporte et que le non s'adresse directement au président de la République, dont on remet en personnellement. Ouais. Exactement. C'est pour ça que, une fois de plus, le risque, c'est que dans un référendum, on ne réponde pas à la question, mais qu'on réponde à l'homme qui pose la question. Et ça, c'est un risque politique que certains ne veulent pas courir, d'autant qu'on a, au départ, on a l'exemple du général de Gaulle, qui, lui, sur un référendum raté, a démissionné, a décidé de partir. Donc il consulte les Français disent non, et il le prend personnellement. Exactement. Et à partir de là, il estime qu'il n'a pas de légitimité pour continuer son action, et donc il s'en va et quitte l'Élysée. Et si vous étiez président, vous pourriez utiliser le référendum ? C'est quelque chose que vous trouvez... Oui, je pense que c'est un dispositif qui est tout à fait important, parce qu'il permet de faire respirer la démocratie. À intervalles réguliers, on a besoin de ressourcer la légitimité. On ne peut pas considérer aujourd'hui, même si 5 ans, ça paraît plus court que 7 ans, le septennat, on ne peut pas considérer qu'on a un chèque en blanc. Surtout quand on voit que l'élection présidentielle, elle est souvent contrainte. Ça a été le cas en 2022, c'est-à-dire que le sentiment que entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, beaucoup de Français estiment qu'ils n'ont pas le choix et donc ils acceptent, parfois à contre-cœur, mais sans vouloir faire un chèque en blanc, de voter quand même pour Emmanuel Macron. Et le sentiment a pu exister de façon identique en 2002. Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Donc le référendum doit nous permettre de ressourcer la démocratie, mais il faut arriver à dégager le référendum de la mise en cause du président de la République lui-même. D'où la réflexion que fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne faut pas poser plusieurs questions de façon à ce que la réponse, la réponse ne puisse pas être interprétée comme un désaveu présidentiel. Pour reprendre le chemin de votre vie, vous êtes né en 1953 à Rabat. Vous allez ensuite déménager. J'ai appris en travaillant sur votre vie, vraiment, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Vous êtes donc parti à Paris, puis au Venezuela, puis à New York. Vous avez vraiment voyagé. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents dans la vie ? Alors mon père a commencé sa carrière comme entrepreneur. Il dirigeait des filiales de grandes sociétés françaises. Il était chez Pont-à-Mousson. Et donc, il a commencé sa carrière en Algérie. Il a poursuivi après en Australie, au Maroc, où je suis né. Mon frère aîné est né en Algérie. Et moi-même, je suis né au Maroc. Et puis, il a continué jusqu'à que Pont-à-Mousson devienne Saint-Gobain-Pont-à-Mousson et jusqu'à qu'à un moment, il soit pris par le virus de la politique. Et il est devenu sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et du Sénat. On vous voit là, vous n'étiez pas très vieux, dans les bras de votre nounou. Même très petit, dans les bras de Radija qui s'occupait de moi enfant.
Donc là, un petit peu plus grand. C'est marrant d'avoir les photos aussi. On vous voit oui, avec grandir. les lapins en arrière-fond. Exactement. Photo de classe à Caracas aussi. Voilà, on zoome sur votre visage. Et puis après, à l'aéroport de Caracas, avant de repartir en pension à Toulouse. À 14 ans. Vous avez toujours porté un costume. Déjà à l'époque. Oui, mais là, c'était très solennel pour moi, parce que le départ en pension, dans ma famille, mon père avait été en pension, mon frère est parti en pension. Donc le départ en pension avait une gravité particulière, parce que la légende familiale, mais qui est un peu plus que la légende, qui est aussi d'ailleurs en l'occurrence la réalité, c'était que on avait le droit d'être un élève médiocre jusqu'à 14 ans, jusqu'à l'entrée en seconde, mais qu'il fallait se réveiller à l'entrée en seconde. Donc là, c'est le temps des bonnes résolutions, et il s'agit de remonter la pente, d'abandonner un peu le tennis, le football et le sport pour se consacrer davantage aux études. Vous avez accédé à beaucoup d'informations à l'époque, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, etc. Vous êtes pessimiste aujourd'hui ou pas? Je suis inquiet. Vous voyez, je reprends le fil qui est peut-être le fil conducteur de ma vie. Se réveiller le matin et la première chose que l'on fait, c'est écouter la radio, regarder quel est le fil de l'actualité, pour être en accord avec le monde. Moi, j'ai grandi avec cette exigence qui est ne pas pouvoir, ne pas être concerné, même par ce qui se passe à 10 000 kilomètres. Cette idée, et c'est très lié évidemment à la génération auquel j'appartiens, la décolonisation fait que ce qui se passait en Indochine, ce qui se passait en Algérie, la guerre d'Algérie, je l'ai vécu jour après jour. Je me rappelle mon père venant faire des conférences à l'école où j'étais pour nous raconter les événements. L'idée que... Là, je parle d'aujourd'hui, là. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, pour mais le je suis inquiet parce que je vois bien qu'il y a des fils qui sont en train de se rompre. Le fil du droit international. Les frappes qui viennent de se dérouler en Iran, on peut évidemment se réjouir de voir un régime détestable frapper. On peut se réjouir à l'idée que le programme nucléaire iranien pourrait être mis à bas. Reste maintenant à vérifier que tout ça est bien réel. Mais ce qui doit nous inquiéter, c'est que le droit international, qui vaut pour tous et pour tout le monde, partout dans le monde, est mis à mal. Ce qui doit nous inquiéter, c'est que la fracture entre nous, les pays européens, occidentaux, et le reste du monde, dans lequel j'ai passé une grande partie de ma vie, est en train de s'agrandir. Ce fossé, ces fractures sont en train de se creuser. Et ça, c'est inquiétant, parce que les 2/3 des peuples aujourd'hui ne sont pas toujours en accord avec ce que nous pensons et avec ce que nous faisons. Et donc, nous avons besoin de recréer ce fil commun, cette conscience commune, qui est la seule façon de penser le monde et d'arriver à créer un minimum d'unité et d'harmonie dans le monde. Vous êtes optimiste ou pessimiste, honnêtement, sur est-ce que c'est rattrapable, tout ça, ou est-ce que ça va être compliqué? L'histoire nous a montré 100 fois que la question n'est pas de faire un constat et à partir de là d'être pessimiste ou optimiste. Bien sûr, il y a un chemin. Et ce qui est fascinant aujourd'hui, comme lors de la crise de 2003, c'est que la diplomatie peut régler ce que nous croyons pouvoir mieux régler par la force. Le chemin le plus court, la guerre, ne l'est que rarement. Et la diplomatie aujourd'hui peut nous permettre d'aller jusqu'au bout des inspections, jusqu'à mettre fin à ce programme nucléaire iranien. La diplomatie peut nous permettre de recréer une société internationale de règles, avec des garde-fous, avec des principes. Et ça suppose de rebâtir ce creuset que sont les Nations Unies. Mais c'est un travail gigantesque. Ce sera le travail aussi de la prochaine génération. Et donc, en direction des jeunes, moi, je me sens le devoir de partager mon expérience. Nous ne pouvons pas aujourd'hui rester les bras ballants et regarder notre monde se défaire. Parce que si les États-Unis, si Israël peut choisir une action unilatérale, si on peut choisir la guerre préventive, si on peut choisir la politique de changement de régime, pourquoi d'autres, sans doute beaucoup moins intentionnés, ne pourraient-ils pas faire pareil? Vous voyez bien que nous rentrons dans une société qui risque de se fracturer, qui risque d'être la société du chacun pour soi, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Tout ça est extraordinairement dangereux et peut changer profondément nos vies. Le monde vous fait plus peur pour vos enfants aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Oui, je crois que c'est un constat très largement partagé. Mais Gérald Darmanin l'a dit ici, qu'il n'y a plus de safe place, de zone sans danger en France. Et la plupart de ceux qui sont parents dans la France aujourd'hui ont le sentiment que leurs enfants n'auront pas la chance qu'ils ont eue. Nous avons vécu dans un monde en paix. Nous avons vécu dans une société de règles. Nous avons vécu avec des idéaux de justice, de paix. Tout ça est menacé. Et c'est là où il faut réagir. Et c'est face à cette gravité que j'ai décidé de
de revenir dans le jeu politique, de faire entendre ma voix, beaucoup parce que j'avais le sentiment qu'il y avait peu de voix qui défendaient cette vision, ces exigences de respect du droit, de respect de la justice, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse du Moyen-Orient. C'est quoi les 3 sujets les plus importants si vous étiez président demain, qui préoccupent les Français? Vos 3 priorités, ça serait quoi? D'abord, recréer la confiance dans le pouvoir politique et dans la démocratie. Montrer que la politique, ça peut servir à quelque chose. Et c'est en ça que partir du bon pied sur la justice sociale, recréer une solidarité entre les différents Français dans un meilleur partage des richesses, c'est une preuve que l'on peut donner aux Français que nous sommes tous ensemble. Deuxièmement, remettre en ordre les services publics. Quand l'État est affaibli au point où l'école est menacée, où l'hôpital est menacé, eh bien, on se rend compte que c'est notre communauté de partage qui est aujourd'hui mise en cause. Et puis, il faut redonner une fierté à la France. La France, elle a toujours eu une vocation dans le monde, à dire des choses difficiles, le pouvoir de dire non. Eh bien, c'est là, depuis Jeanne d'Arc, c'est le rôle de la France, que dans la tempête, de rappeler un certain nombre de vérités, de rappeler qu'on a besoin d'une boussole qui nous rassemble tous. Et donc, remettre la France au premier rang. Ne l'oublions pas, on est membre permanent du Conseil de sécurité, on a l'arme de la dissuasion nucléaire. Tout ceci crée des devoirs vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du monde. Et puis, nous sommes un pays qui a, sans doute plus que d'autres, une expérience. La tentation de la force et de la puissance. Nous avons vu combien de siècles de guerre sur notre continent. Nous avons vu Napoléon s'embarquer dans la guerre d'Espagne, s'embarquer dans la guerre en Russie. Avec quel résultat? Nous avons vu notre pays partir dans la guerre d'Algérie. Nous avons vu que nous pouvions gagner des batailles militaires et pourtant perdre la grande bataille politique. Nous avons vu au fil des dernières décennies la situation de l'Irak, de l'Afghanistan, la situation de la Libye, la situation du Sahel. Moi, ce que je n'accepte plus, c'est que nous ne tirions pas les leçons de l'expérience. Je n'accepte pas que les Français aient à payer 2 fois, 3 fois une amnésie générale où on ne se souvient pas de ce qui provoque inévitablement les mêmes conséquences. L'engrenage de la force, c'est un engrenage sans limite. Et ce qui caractérise ce monde, qui est un monde de rareté, et quand on voit en matière écologique que nous sommes en train de franchir allègrement le seuil de 1,5 degré, nous marchons vers 3 degrés, un dépassement qui aura des conséquences que nous vivons déjà tous les jours, mais qui aujourd'hui se soucie plus d'une journée de la chaleur excessive, de la fonte des glaciers. Tout ça, ce sont des menaces pour le monde entier. Et ce qui se passe, c'est que ce sont les plus faibles qui payent d'abord. On le voit dans les pays du Sud, on le voit dans ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Afrique. Et donc, nous avons, nous, à porter cette conscience. C'est ça qui fait cette vocation de la France. C'est ça qui fait l'honneur de la France. C'est Churchill qui disait « Un peuple qui oublie son histoire se condamne à la revivre », je crois. Cette répétition, c'est aujourd'hui la véritable menace pour nous tous. Donc, Et c'est aussi le risque d'un grand déclassement. Beaucoup plus que ces grandes peurs qui sont agitées, le grand remplacement. C'est le grand déclassement qui nous menace sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan international. C'est le risque d'être effacé. C'est-à-dire qu'on n'est plus aussi puissant c'est que notre voix risque de moins en moins d'être entendue. La sécurité, c'est un problème aujourd'hui quand même. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Mais c'est une vraie peur pour mais bien sûr. Mais c'est la question. Sécurité, justice, quand même. Sécurité, justice, immigration. Nous ne pouvons pas nier ces réalités. La vraie question, c'est exactement comme la situation du programme nucléaire iranien. La question, c'est quel est le meilleur moyen pour aboutir? Ce que je dénonce, c'est la tentation qui existe aujourd'hui chez nous de croire qu'en acceptant une tentation de surenchère à chaque fois. On fait à chaque fois qu'il y a un drame qui se passe dans notre pays. On fait voter une loi particulière pour prendre en compte le drame qui s'est passé hier ou avant-hier. Mais on voit qu'à chaque étape, c'est pas suffisant. Ce qui montre bien que c'est par des politiques publiques, par une mobilisation de l'État et de la nation que nous pouvons agir. Vous savez, en matière politique nationale comme en matière politique internationale, il n'y a pas de raccourci. On croit que la force est un raccourci sur le plan international, on se trompe. Regardez
aujourd'hui à quel point, par exemple, à la suite de ce qui s'est passé en Iran, il y a une menace qui s'est accrue. Est-ce que le monde est plus dangereux aujourd'hui qu'hier? Le monde est plus dangereux. Pourquoi? Parce que le message qui a été adressé au monde en employant la frappe militaire, c'est que les pays qui sont en sécurité dans le monde aujourd'hui sont les pays qui disposent de l'arme nucléaire. Et les pays qui ne l'ont pas, c'était le cas de la Libye, c'était le cas de l'Irak, c'était le cas de l'Iran, pays qui s'avançait vers le seuil. Les pays qui ne l'ont pas, on les frappe parce qu'ils ne l'ont pas. La Corée du Nord, personne ne s'aventure à menacer la Corée du Nord. Donc, on donne un parce message. Qu'ils ont la bombe nucléaire. Oui, mais je donne l'info pour si vous ne le saviez pas. Absolument. Donc, on donne un message à ces États, ce qui risque d'accélérer la prolifération nucléaire, que pour être fort et respecté, il faut disposer de la bombe. Deuxième message, nous le savons tous, dans une société mondiale fracturée, où il y a de plus en plus de crises, et où la guerre crée des États faillis. Regardez au Moyen-Orient, la Syrie, situation d'État failli, l'Irak, situation d'État failli, la Libye, situation d'État failli, le Yémen. Dans ces États faillis, quelle est la première chose qu'on voit apparaître? C'est ce qui s'est passé en Irak au lendemain de l'intervention américaine. La première chose qu'on voit apparaître, c'est le terrorisme. Le terrorisme est une maladie opportuniste qui frappe les pays où il y a le plus de vulnérabilité et de fractures. C'est pour ça que nous devons être mobilisés. Car il y a un risque, et je suis inquiet, sur cette menace qui peut à nouveau frapper la France. Si la France a été frappée en 2012, en 2015, dans les années 80, c'est qu'à un moment donné, notre diplomatie n'était pas suffisamment protectrice. Le meilleur bouclier contre le terrorisme, c'est l'unité des Français, et c'est une diplomatie dont tous les Français soient fiers. Parce que dans ces moments-là, nous ne prêtons pas le flanc à la division. Et donc, les organisations terroristes ne cherchent pas à défier la politique française. Est-ce qu'il y a une cohésion nationale encore aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas plein de France? J'ai l'impression qu'il y a plein de France qui ne se parlent plus. Il y a aujourd'hui la tentation, vous avez raison, la tentation de se diviser, de se fracturer. Il y a le repli sur les communautés. Et pour éviter ça, nous avons la recette. Il y en a plusieurs. Quoi, la recette, alors? La première, c'est la République. Nous sommes tous porteurs d'un peu de la République. Et les grands principes de cette République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Est-ce que ça marche, ça? Il ne suffit pas que ce soit écrit au fronton des mairies, des préfectures ou des administrations nationales. Il faut le faire vivre. Et c'est en ça qu'il faut être plus exigeant. Si les choses se défont dans notre pays, c'est qu'évidemment, on le voit dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de régions, marquées par la fracture sociale, la fracture territoriale. La République n'est pas assez présente. Elle n'est pas assez forte à travers ses services publics, à travers la présence de forces de police, de gendarmerie. Donc, la République, c'est un antidote. Une République vivante. Forte aussi. Forte. Une République vivante. Deuxièmement, la culture. La culture. La capacité que nous avons à nous retrouver autour de la littérature, de la musique, des arts, la capacité que nous avons à nourrir un dialogue en commun, d'avoir en commun un même regard sur un certain nombre de valeurs et sur le monde. La culture est un antidote puissant. La culture, c'est pas uniquement la culture de masse, la culture des plateformes numériques, c'est pas uniquement le jeu des réseaux sociaux. La culture, c'est quelque chose qui doit vivre en chacun de nous et qui doit faire que nous nous sentons français les uns avec les autres, pas uniquement les uns à côté des autres. Oui, mais regardez la fête de la musique. 350 personnes ont été piquées à la seringue, il y a eu des voitures brûlées, des bagarres. Ça n'a pas rassemblé. C'est la décivilité, ce que certains veulent appeler aussi la décivilisation, avec cette menace nouvelle qui est la menace de la société numérique, de la société technologique, où chacun, une fois de plus, est enfermé dans sa bulle, séparé les uns des autres, soumis à la solitude. On ne dira jamais assez à quel point les ravages de la solitude sont puissants aujourd'hui. La jeunesse, cette multiplication de violences dans les écoles, d'actes de violence ou de délinquance qui sont peut-être moins nombreux, mais commis de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Tout ceci doit nous montrer l'exigence de mobilisation et la capacité que nous avons à reprendre les problèmes de façon très méthodique. Prenons un exemple à l'école. À l'école, on se soucie souvent des 4-7 ans, les plus jeunes. Ils arrivent à l'école et il s'agit de les faire rentrer de la société. Eh bien, très souvent, ces jeunes ne s'accrochent jamais à la société, ne s'accrochent jamais. On parle des décrocheurs, mais certains n'ont jamais même l'occasion de s'accrocher aux valeurs républicaines. Et donc, il faut un accompagnement
particulier. Le dédoublement, c'est bien. Donner plus de temps aux professeurs pour moins d'élèves, c'est bien. Mais il faut un accompagnement supérieur pour ceux qui arrivent à l'école ne parlent pas le français, pour ceux dont les parents ne parlent pas français non plus, alors que vous le savez parfaitement, souvent c'est en famille qu'une grande partie de l'éducation s'effectue. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, il faut prévoir un accompagnement des enfants plus puissant, mais aussi un accompagnement des parents. La République, c'est la capacité à faire davantage, à faire du sur-mesure, à prendre en compte les situations particulières aussi. Elisabeth Borne qui disait qu'il fallait choisir peut-être un métier aux alentours de 4 à 5 ans. Vous avez eu des enfants, 4-5 ans, c'est plutôt pas de patrouille, les Tortues Ninja que le métier, en réalité. Oui. Est-ce que les politiques sont pas déconnectés? Je vais après vous poser des questions, justement. J'ai cherché sur Internet les phrases toutes faites qu'on a sur les politiques. Je vais vous les poser, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que parfois certains politiques sont pas trop déconnectés? Est-ce que c'est un problème pour Le risque de la déconnexion, il est très présent. C'est pour ça que je me suis réjoui, même si c'est à contre-cœur, que j'ai dû quitter le service direct de la France. Pour aller devenir avocat, d'ailleurs. Pour exercer un métier sans filet, gagner ma vie, tout simplement. À 53 ans, vous l'avez fait, je crois, c'est ça? Absolument. Enfin, oui, en 2007, en quittant Matignon. Et donc, créer un cabinet d'avocats, employer de jeunes salariés, puis après former un cabinet de conseil, me préoccuper des fins de mois, ça fait partie des choses, oui, dont il faut avoir la connaissance. Et s'enfermer dans la bulle politique, c'est évidemment un risque ou un handicap. Mais ceci dit, ne généralisons pas, les politiques sont pas tous déconnectés. Non, mais c'est exactement ça. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le prix du pain au chocolat que on ne connaît pas la souffrance ou la difficulté des Français. Alors, les idées reçues sur la politique, les phrases répétées le plus par les Français sur les hommes et les femmes politiques. Vous allez me dire, d'après vous, si c'est vrai ou pas, vous qui avez vu de l'intérieur tout ça. À la télé, ils jouent les ennemis, mais ils dînent tous ensemble le soir. C'est souvent vrai. La buvette de l'Assemblée est un exemple frappant. La première fois qu'on va à la buvette de l'Assemblée, ceux-là même qui viennent de s'invectiver s'engueuler devant la télé, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, dans le fond, boivent un coup ensemble et se tutoient. Ça fait partie, oui, des surprises. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, tel homme politique n'a pas voulu serrer la main au Sénat ou voilà. Ça, en fait, en vrai, à l'extérieur, c'est souvent. Alors ça peut arriver. Ça peut arriver. Et de ce point de vue-là, les dernières années ont été changées. Clivantes, oui. Il y a aujourd'hui des cultures politiques qui sont beaucoup plus clivées qu'auparavant. Ils parlent d'écologie, mais ils roulent tous en SUV avec chauffeur. Ça, c'est des phrases qu'on retrouve. J'ai demandé à l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr qu'ils roulent en SUV, et certainement pas tous avec chauffeur. Ils n'ont jamais bossé de leur vie, mais ils nous expliquent comment vivre. Ça, c'est les phrases qui ressortent le plus. Mais vous me disiez donc qu'il y a des politiques qui travaillaient aussi à l'extérieur. Et qui bien sûr. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui continuent à avoir une activité de médecin, d'avocat ou autre. Ils parlent au nom du peuple, mais ne mettent jamais les pieds dans un supermarché. Pourtant, il faut bien se nourrir, donc qu'on aille chez Lidl ou un Casino ou chez Leclerc, c'est une obligation. Vous pouvez plus faire de courses au supermarché. Non, détrompez-vous, c'est toujours possible. C'est d'ailleurs parfois très sympathique de pouvoir rencontrer des gens en dehors des plateaux de télévision ou des schémas organisés. Donc oui, tous les écarts, tout ce qui vous permet de sortir de la vie politique, ça fait plutôt partie des moments agréables de la vie. Gauche ou droite, c'est la même chose. Ils sont tous amis en off, vous le disiez avant. On peut avoir des amis qui sont à l'opposé de l'échiquier politique. Est-ce que c'est possible? Alors, moi, mon sentiment, c'est que c'est parfois plutôt plus facile que des plus proches avec lesquels souvent on est en concurrence. Bah oui, la plupart, au sein d'un même mouvement politique, la plupart sont en concurrence les uns avec les autres. Il n'y a pas de concurrence entre un parti de gauche et de droite. Oui, le grand écart est souvent plus facile à faire. Les gaullistes, par exemple, ont souvent été capables d'entretenir des relations très amicales avec les communistes. D'abord parce qu'il y a une histoire commune, il y a un parcours, un itinéraire. Et puis, souvent, il y a un certain nombre d'engagements culturels, sociaux qui peuvent être partagés. La politique est un panier de crabes. Les Français disent de la politique. Vous qui l'avez vu de l'intérieur, est-ce que c'est vraiment un panier de crabes? Est-ce que c'est très différent de ce qu'on voit dans le milieu médical? Est-ce que c'est très différent de ce qu'on voit dans la cour de récréation? Est-ce que c'est très différent de ce qu'on voit dans les milieux culturels? Je crois qu'il y a un esprit français qui fait que on est volontiers
capables de se diviser, de se combattre les uns les autres. Donc oui, je pense que on est une société qui n'a pas beaucoup le goût du consensus et qui a de plus en plus de mal à se parler. Donc ça, c'est une réalité. Donc la politique, évidemment, l'illustre fortement. Il y a la culture des uns et la culture des autres. Il y a un jugement moral et de valeur entre les uns et les autres. Chacun s'estime porteur de quelque chose que l'autre n'a pas. Certains se voient comme représentants de l'ordre et de la sécurité des Français. D'autres se considèrent comme défenseurs de l'ordre social. Chacun imagine qu'il a pour lui-même quelque chose que l'autre n'a pas, et je crois que le début de la politique, c'est quand chacun accepte de penser que l'autre a quelque chose à dire, qui apporte quelque chose au débat. Après, il y avait des choses personnelles sur certains politiques, précisément. Je vous en pose une ou deux, vous me direz si, parce que vous avez peut-être connu ces gens-là. Est-ce que, par exemple, Charles Pasqua, Charles Pasqua était dangereux physiquement, un peu mafieux, etc. Moi, j'ai très bien connu Charles Pasqua, puisque j'ai commencé en politique avec lui. Alors, il paraît qu'il avait, je vous dis juste l'anecdote qui est ressortie d'intelligence artificielle, c'est assez bien fait d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Il disait qu'il avait un petit calepin sur lui, avec des choses écrites sur chaque juge, sur plein de gens. Oui, je crois que la légende est plus forte que la réalité. Au cas où il se faisait arrêter pour dire, bah voilà, je vous donne le calepin, une sorte de bombe atomique sur lui. Je crois que la légende est très au-delà de la réalité. Mais ce qui est vrai, et ce qui illustre ce que vous dites, c'est qu'on a tendance à mettre dans les cases les responsables politiques et à considérer que l'image parfois truculente que certains donnent d'eux-mêmes correspond à une réalité. Charles Pasqua était assez différent dans le privé, assez différent de l'image qu'il pouvait donner en public. Mais vous savez, c'est comme les luttes entre hommes politiques. Bon, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé de ma rivalité, des combats que j'ai menés avec Nicolas Sarkozy. Mais la vérité, c'est qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. On s'est combattu, c'est vrai, pendant la campagne de 93-95, donc l'élection de 95. Et puis on s'est retrouvés, c'est moi qui l'ai ramené dans le jeu politique. Et puis j'ai pu apprécier aussi les qualités de l'homme. Et puis nous nous sommes revus au lendemain de toute l'aventure de Clearstream. Et là, à chaque étape, on a pu découvrir et mieux se connaître. Donc très souvent, la présentation faite par les médias ne retient qu'un aspect, des aspérités, des agressivités. La réalité est infiniment plus complexe. Et au bout du compte, vous savez, même quand on se combat, on finit par bien se connaître. Et donc, paraître capable d'avoir une relation beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante que ce que d'aucuns imaginent. Oui, parce que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est gris finalement. Mais donc, un Charles Pasqua, est-ce que c'était vraiment ça à l'époque de Mitterrand, tonton flingueur, je voyais ça m'a sorti plein de trucs. Est-ce que c'était vraiment un peu plus comme ça à l'époque? Non, je pense que la réalité est infiniment plus nuancée et que toutes ces personnalités que vous citez sont infiniment plus complexes aussi dans leur personnalité. Charles Pasqua, c'est à la fois le résistant, c'est en même temps l'agent commercial de chez Ricard et c'est aussi l'homme du ministère de l'Intérieur et c'est aussi un homme de fidélité. Il a été pendant très longtemps à Jacques Chirac et en même temps c'est un homme qui pour certains de sa famille a été perçu comme un traître quand il est passé chez Édouard Balladur. J'ai vécu chacun de ces moments. Vous avez fait des sacrifices avec vos enfants? Il y a des moments où vous n'avez pas pu assez les voir? Vous avez regretté de ne pas assez voir, rater des anniversaires? Bien sûr, et c'est une immense frustration. Dans toute la période où j'étais à l'Élysée, j'étais littéralement happé, mangé depuis très tôt le matin. Il n'y avait jamais, ça ne s'arrêtait jamais, pas de vacances, ça continuait. Il fallait toujours être en alerte. Vous savez, les difficultés, les complexités, elles sont sans vacances. Donc, oui, beaucoup de regrets, beaucoup de reconnaissance aussi vis-à-vis de ma famille, que ce soit Marie-Laure, qui était mon épouse, ou que ce soit mes enfants. Qui a tenu la baraque, vous voulez dire, pendant que vous... Oui, mais plus que ça. Comprendre, ne pas vous en vouloir, vous accompagner parfois alors même que elle a pas envie. Je sens que oui encore la représentation, la politique, il y a des soirées, des machins. Oui, et le service, l'exigence. Et si c'est pour la 6e fois un dimanche, eh ben oui, on repart à l'Élysée et à nouveau on passe parfois des heures et des heures jusqu'à très tard parce que on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'exigence du service. C'est dur de tenir en couple. Oui, mais je pense souvent à la comparaison avec les médecins.
les médecins qui sont réveillés au milieu de la nuit, les médecins qui doivent un dimanche, alors même qu'il y a une fête de famille ou un mariage de personnes très proches, qui doivent partir pour arriver à destination et remplir leur office. Ça, je pense que c'est à bien des égards une forme de sacerdoce. Je voulais qu'on parle un peu plus de perso, de votre parcours pour mieux le comprendre. Vous aviez un grand frère qui s'appelait Eric. 2 ans plus que moi. Voilà, qui est décédé en 1971. Et en travaillant sur votre vie, j'ai vu que c'est vous qui l'avez découvert. Il est mort d'une crise d'épilepsie. Oui, enfin, un arrêt du cœur. Un arrêt du cœur qui est suite à... C'est ça, il était épileptique ? Il était épileptique, oui, depuis l'enfance. Dans des circonstances assez particulières, parce que, comme toujours, face à ces maladies, on s'interroge sur les raisons. Et toute mon enfance, j'ai entendu ma mère et ma grand-mère répéter cette phrase qui me glaçait le sang à chaque fois, que l'épilepsie, c'est une maladie qui longtemps a été tenue cachée et qui est assez spectaculaire du fait des crises. On se met à trembler, pour ceux qui ne savent pas. Des soubresauts qui agitent le corps. Et j'entendais cette phrase qui est... à la naissance, il n'a pas crié. Et comme ça se faisait à l'époque en Algérie, ma mère a accouché donc de mon frère aîné à la maison et avec les fers, avec les forceps. Et nous pensons que sa tête a pu heurter un des fers à la naissance, ce qui a posé un problème de circulation et d'irrigation du cerveau à ce moment-là. Les forceps, c'est pour, en gros, faire passer, parfois, quand il y a un problème de sortie de l'enfant. Permettre de faciliter la sortie de l'enfant. Comme 2 grosses cuillères. Exactement, voilà. qui permettent d'écarter et d'élargir la... Et qui peuvent faire mal. Absolument, qui peuvent, dans certains cas, blesser. Vous aviez quel âge quand il est parti ? J'avais 20 ans. Nous revenions d'un voyage. Mon frère a passé dans des conditions très, très méritantes son bac. L'année où il est mort, j'étais revenu aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance de passer mon bac avant lui. Quand j'avais 16 ans, j'étais en première et j'ai donc fait mon bac en candidat libre. Et j'ai choisi de repartir à New York où habitait ma famille, où était mon frère, qui lui avait décidé aussi de passer le bac, alors que les médecins avaient tous dit jamais il ne pourra réussir son baccalauréat, les médicaments qu'il est obligé de prendre ralentissent trop et ne permettront pas ce passage effectif du bac. Et il a eu son bac avec mention. Et comment ça se fait que c'est vous qui l'avez découvert, c'est pas vos parents ? Oui. Comment on se remet de ça ? D'abord, on porte en soi la voix d'un être cher, on porte en soi le regard d'un être cher. Oui, d'accord. Ouais. Et c'est une exigence qui vous conduit aussi à tirer les fils. Moi, j'ai très jeune eu la passion de la poésie, en particulier de ce qu'on appelle les maudits en poésie. Nous avons nourri ensemble cette passion des mots, cette passion d'une vie qui ne ment pas, de mots qui ne mentent pas, d'une volonté de partage qui est à vif. Et donc, ce compagnonnage que j'ai eu la chance de pouvoir nouer avec mon frère, en allant jusqu'au bout du chemin qui était le sien, et ben c'est resté comme un devoir. Je pense que ça a pesé très lourd dans mon choix de servir l'État, de servir mon pays après, à travers la politique, de m'engager pour le service de la politique étrangère. Il y a là quelque chose qui était très naturellement écrit, d'être au service de mon pays et d'être dans le monde, puisque c'est la vie qui avait été la nôtre. Ça a changé votre rapport à la mort ? Quand on est si jeune ? Oui, ça a changé grande partie de ce qui fait le mystère de la mort, le passage, le franchissement du passage. Où est-ce qu'on va et puis surtout l'idée qu'il faut vivre avec cette idée-là, savoir que il faut aussi penser sa vie par la fin. Et c'est pas quelque chose qu'on découvre au dernier moment. Je pense que la mort fait partie de notre vie. Elle est inscrite dans notre vie. Ce qui fait le prix de la vie, c'est justement que cela se termine. C'est qu'il doit être une incitation permanente à vivre mieux notre vie, à être nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on peut régler en 5 minutes à la fin en se disant tiens, les dernières minutes arrivent. C'est quelque chose qui véritablement constitue le prix qu'a chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe
doit avoir d'autant plus d'intensité que cela va s'arrêter. Et que cela nous oblige donc à être à la hauteur de ce que nous voulons être. Vous pensez qu'il y a quoi après ? Je demande vraiment votre opinion à vous, c'est chacun a la sienne. Je crois beaucoup, et j'ai vécu en Inde, donc ça m'a beaucoup, et j'ai choisi de vivre en Inde avec ma famille. Mes enfants, les 2 premiers sont nés aux États-Unis, ma dernière fille est née en Inde, et l'Inde a été un moment très important pour nous tous, et très important pour spirituellement, on va dire même. À tout point de vue. D'abord, l'immensité de ce pays, l'immensité de ce peuple, la beauté de ce pays, et le rapport au temps. Et c'est ce que j'avais déjà constaté dans la passion que j'avais et que j'ai toujours conservée pour l'Afrique. Le temps n'a pas la même valeur. Chaque instant est éternel. Chaque instant ne passe pas. Et il faut être capable en permanence de vivre l'instant. Pas avec la préoccupation de ce qui se passera demain, pas avec la... C'est maintenant. Et il y a une sorte de fatalité, parfois même de résignation que l'on sent dans beaucoup de vies en Inde, de résignation devant ce qui vient. À quoi ça sert de s'insurger contre la souffrance, contre la difficulté, puisque c'est écrit. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après ? Vous avez fait une très belle phrase de politique très longue, et vous diluez, mais j'ai pas l'information. Qu'est-ce qu'il y a après ? Là, vous avez parlé de profiter de la vie, c'est bien, mais c'était pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a après ? Vous me présentez l'après comme s'il y avait... Où est-ce qu'on va ? Voilà, vous me présentez l'après comme si l'après était une friandise. J'en parle avec ou un joli fruit qu'il s'agissait de cueillir. Moi, je crois que l'après, c'est la somme de tout ce qu'on a fait dans sa vie. Je crois que l'après, c'est le point de départ, ce qu'on était et ce qu'on est arrivé à faire. Et de ce point de vue-là, il y a une très belle parabole, qui est la parabole des talents. La parabole des talents qui fait que chacun d'entre nous a un talent. Certains plus grands que d'autres, mais chacun est comptable de faire fructifier ses talents. L'après, c'est ce que nous pouvons laisser derrière nous. Le message, moi, c'est pour cela que j'ai la passion de l'enseignement, la passion de la transmission. L'idée que ce que j'ai pu apprendre, si je peux le partager avec d'autres, si je peux le faire comprendre à d'autres, eh bien, ça, c'est une satisfaction, c'est un accomplissement. L'après, c'est pas un temps nouveau forcément qui s'ouvre. L'après, c'est le moment où tout ce qu'on a voulu être devient enfin possible et se réalise. Ah, donc vous pensez qu'il y a quelque chose après ? Parce qu'en Inde, vous pensez qu'on se réincarne. comme étant la somme de tout ce qu'on a pu faire, comme étant l'addition de tous ces moments qui nous ont permis de nous changer, de nous métamorphoser. C'est plus un point d'harmonie dans une vie que véritablement le début d'une nouvelle aventure. Vous avez fait Sciences Po, puis l'ENA, vous avez fait plusieurs écoles, vous étiez même dans la même promotion, je crois la promotion Voltaire, si je dis pas de bêtises, oui, à l'époque, c'est ça. Il y avait Ségolène Royal à l'époque, il y avait François Hollande, il y avait Michel Sapin, enfin il y avait plein de gens. Mais les vraies études qui ont compté pour moi, c'est pas l'ENA où j'ai pas... C'est quoi alors ? J'ai pas appris grand-chose, c'est mes études de lettres. Ça a été le moment le plus enrichissant de mes études. Que ce soit la littérature du Moyen-Âge, de la Renaissance, que ce soit l'étude des romanciers modernes. C'est véritablement la capacité de rentrer dans un texte et de chercher à comprendre la vérité de ce texte, ce qu'a voulu dire l'auteur, le lien entre le texte et une époque. La littérature m'a sans doute apporté dans toutes mes études le plus grand bonheur. Le reste, après, c'est des outils, c'est des instruments. On apprend le droit, on apprend l'économie, on apprend les relations internationales. Mais la littérature, c'est ce qui m'a le plus enrichi, ouvert les yeux. Et de la même façon, tout ce qui va avec la littérature, le beau, les beaux-arts, tout ce qui relève de l'ordre de la culture, tout ce qui éveille et ouvre. Pour refaire un résumé rapide de votre parcours, vous avez tellement fait de choses. Vous étiez à la direction des affaires africaines de 80 à 84, premier secrétaire à l'ambassade de France à Washington. Après, vous êtes parti de 84 à 89. Entre les deux, j'ai été nommé en Iran. En Iran. J'ai été nommé en Iran en 1984 à un moment qui était un moment assez tragique dans les relations franco-iraniennes. Et finalement, je n'ai jamais eu le visa que je devais avoir. Et c'est parce que je n'ai pas pu partir en Iran que j'ai été nommé à Washington. Ensuite, conseiller à l'ambassade de France à New Delhi, on parlait justement avant, 89 à 92, directeur adjoint aux affaires africaines encore de 92 toujours à 95, vous êtes revenu. L'Afrique est un des fils directeurs
de mes passions. Secrétaire général de l'Élysée, 95 à 2002. C'est vice-président, quasiment, secrétaire général de l'Élysée. C'est un poste qui est un peu méconnu en France, mais qui, Alexis Kohler, qui était à l'époque avec Emmanuel Macron, avait finalement énormément de pouvoir aussi. Oui, parce qu'on a le bureau à côté de celui du président de la République et on accompagne le président de la République dans tout ce qu'il fait. Donc on est dans la proximité du président de la République, ce qui ne veut pas dire que on puisse tout son sou peser sur les décisions. Donc on prête sans doute plus qu'il ne faudrait au secrétaire général. Mais il est là, oui, pour préparer un certain nombre de choix, pour éclairer un certain nombre de choix. Mais c'est au président de la République, bien sûr, qu'il revient de prendre les décisions. À la fin, quoi. Ministre des Affaires étrangères 2002-2004, ministre de l'Intérieur 2004-2005 et Premier ministre ensuite 2005 à 2007. Donc vous avez rencontré, c'est en 1980, j'ai noté que vous avez rencontré Jacques Chirac, je vais parler de la rencontre aussi. À l'époque, il était maire de Paris, je crois, en 1980. Vous avez dit un jour dans une interview, je ne serais jamais entré en politique sans Jacques Chirac, justement. Comment vous le rencontrez? Alors, j'avais été sollicité très tôt quand je suis arrivé au Quai d'Orsay, parce que je m'étais engagé au RPR en 1977. Tout le monde connaissait mes idées gaullistes. Et donc, un matin, ma sous-directrice, qui était Marie-Claude Cabana, la femme du secrétaire général de Jacques Chirac à la mairie de Paris, est venue me voir en me disant « Je connais vos opinions gaullistes. Est-ce que ça vous intéresserait de conseiller le maire de Paris en matière internationale ?» Comme diplomate, bien sûr, donc avec le devoir de réserve qu'oblige la fonction. Donc j'ai dit oui, et j'ai commencé à écrire des notes, faire des discours pour le maire de Paris. Et puis un jour, Alain Juppé, que je connaissais bien, parce que lui-même était haut fonctionnaire à l'époque, directeur des finances de la ville de Paris, m'envoie un projet de discours de Jacques Chirac en me disant « Le maire de Paris va avoir ton avis sur ce discours, donc merci de nous renvoyer assez vite ». Et je regarde le discours, qui était d'actualité, puisque ce discours avait trait déjà à l'idée d'une évolution de notre architecture de dissuasion pouvant s'élargir éventuellement à l'Allemagne. Et donc j'écris en haut du discours, si le maire de Paris prononce ce discours, il a toutes les chances de devenir un zozo de la vie internationale. Vous lui dites ça ? Je mets ça sur le discours. Et je renvoie le discours. Et le discours est intercepté par Jacques Chirac, qui était pressé de pouvoir mettre une dernière main à son discours. Et donc, il regarde la note, un peu surpris, et dit à sa secrétaire, Madame Esnous, qui était une ancienne collaboratrice de Georges Pompidou, et il lui dit, convoquez Villepin, je veux le voir demain. Et là, il me convoque, et je me retrouve devant Jacques Chirac, gigantesque, à tout instant, prenant les bûches à côté de lui pour les jeter dans le grand feu de la cheminée de l'hôtel de ville. Et il commence la conversation en me disant « Dominique, vous le faites bien. Le général de Gaulle, il y a un truc. Le général de Gaulle avait ses René Capitan, Georges Pompidou avait ses amis de la rue d'Ulm, Giscard, Giscard n'avait personne. Et moi, je vous le dis, un jour, nous travaillerons ensemble. » Et c'est ce qui s'est passé. J'ai évidemment continué à apporter ce que je pouvais apporter de conseils au maire de Paris. Excusez-moi, il parlait vraiment comme ça? Est-ce qu'il avait vraiment une manière de... Il avait... Même en privé? Oui, parce qu'il avait constamment le goût d'affirmer avec sa voix sa conviction. Et donc, il prenait son élan... Même en privé, et assénait. Ah oui, en tête à tête. Absolument. Oui. Il était rarement sur le registre calme et tranquille. Même en le connaissant bien, en ayant travaillé des années avec lui, il était toujours comme ça. Il n'était pas toujours sur ce registre. Il pouvait parler évidemment différemment, mais il avait tendance, quand il voulait solenniser, de prendre un ton, une gravité, une force qui lui donnait cette hauteur, cette stature. Et donc. Les années ont passé, nous avons continué à travailler sur beaucoup de sujets internationaux. C'est un homme qui était un véritable ogre en matière de culture et d'information internationale. Il bossait beaucoup. Mais tous les jours, il consacrait plusieurs heures par jour, même comme maire de Paris, à son information en matière internationale. Il voulait tout savoir, il voulait être informé de ce qui se passait en Afrique, en Asie. Donc oui, c'est un homme qui n'a jamais cessé de faire ce travail de préparation à la fonction présidentielle. Il considérait qu'il y avait
un rôle particulier, bien sûr, du président de la République. Ça fait partie de l'évolution de la Ve République, le fameux domaine réservé. Et donc, oui, l'international, les questions de défense faisaient l'objet d'une attention particulière. Il venait, vous le voyez en privé, il est venu dîner chez vous, là, on vous voit avec... Ah ben là, c'est en 89, je le reçois à Washington, je suis directeur des services de presse et de la communication de l'ambassade de France à Washington. J'avais un très bon ambassadeur, mais qui n'était pas désireux de prendre de risques sur le plan politique. Donc, Jacques Chirac était le chef de l'opposition. Et donc, il m'avait dit, Dominique, vous le connaissez bien, occupez-vous-en. Donc, j'ai moi qui accompagnais à la Maison-Blanche Jacques Chirac. Je me suis occupé de le recevoir, de faire un cocktail à la maison qui... elle lui a permis de rencontrer tous les gens qu'il voulait rencontrer. Donc ce sont vraiment des liens forts qui se sont noués jusqu'à mon retour en France en 92, et où là, Jacques Chirac prend le risque, après les législatives de 93, de laisser Édouard Balladur devenir Premier ministre. Quel est le moment le plus incroyable que vous ayez vécu en off avec lui, où vous vous êtes dit, putain, il est quand même original? Est-ce qu'il y a un moment un peu rigolo Chaque moment était très fort, mais parmi les moments qui restent pour moi aujourd'hui, quand je prends le recul, il y avait régulièrement, il rentrait dans mon bureau sans prévenir. Et puis un jour, je reçois un appel de Los Angeles et j'ai un ami qui me dit Marlon Brando veut te voir. Et donc Marlon Brando me dit il faut absolument que je vous voie. Il avait une île, Tetiaroa, en Polynésie française, et il se posait la question de transformer cette île en une sorte de laboratoire écologique. Et donc il me dit je viens à Paris pour vous voir, et 2 jours après, il débarque dans mon bureau. Et donc je reçois Marlon Brando. Vous étiez à quel poste à ce moment-là? J'étais secrétaire général de l'Élysée. Marlon Brando, qui était déjà volumineux, s'écrase dans son fauteuil, ferme les yeux, et me dit, je le dis en français, mais Dominique de Villepin, vous savez, être à Paris, les yeux fermés, être à Paris, ça ramène dans ma mémoire tellement de souvenirs. Et là, je vois une larme qui coule. Il me dit, des femmes. Et à ce moment-là, la porte arrière de mon bureau s'ouvre. Jacques Chirac rentre. Ah, Marlon Brando, j'ai vu tous vos films. Et là, la minute d'émotion, évidemment, a été interrompue par Jacques Chirac. Mais non, c'est une nature exceptionnelle. Et je regardais régulièrement le soir avec lui le début du journal de 20h. Mais avant le début du journal de 20h, et il arrivait régulièrement avant, il y avait les Guignols. Et donc, à côté de Jacques Chirac, nous regardons les Guignols. Moi, j'étais évidemment plié en deux. C'est drôle, ça. Et Jacques Chirac ne riait pas du tout. Et alors, pas du tout. En plus, il y avait sa marionnette vraiment tout le temps. Hein. Ben oui, et c'était l'époque où il était évidemment très souvent moqué. Et il regardait quand même. Il regardait, mais il n'y avait pas... non, il n'y avait pas de satisfaction forte se voir, en le regardant, et ça ne suscitait pas un rire hilarant chez lui. Et donc ces moments de partage silencieux sont restés comme des moments très forts. Comme quand je rentrais sans frapper dans son bureau, qui était un privilège qu'il m'avait accordé, je rentrais sans frapper dans son bureau, et j'essayais de retenir son attention en lui disant les choses de façon un peu massive et abrupte pour qu'il entende. Voilà. Et il me regardait toujours avec un sourire, comprenant que si je lui disais des choses qui pouvaient paraître désagréables, c'était par souci de vérité et souci de vraiment... alpaguer son... Voilà, ne pas chercher à faire preuve d'esprit de séduction ou d'esprit courtisan, mais constamment de lui dire la vérité. Il y a une histoire d'entrecôte aussi, je crois. Il a mangé une entrecôte de 800 grammes, une côte de bœuf même un matin. C'est vous qui l'avez raconté, je crois, à mon équipe, en préparant l'émission, qu'il était très tôt, et puis je crois qu'il était vers 10h du matin, il avait mangé une entrecôte donc, de 800 grammes, c'est quand même beaucoup, et vous lui dites, qu'est-ce que vous allez faire après, Monsieur le Président? Et il vous répond, je vais déjeuner, il est l'heure. Oui, la chose la plus singulière de son tempérament, c'était quand on décollait pour aller à Bruxelles, par exemple, parfois tôt le matin, et on amenait des plats de charcuterie. Et je le voyais, mais alors, sur l'andouillette, la saucisse, le jambon fumé, le pâté. Ah oui.
Et c'est tout juste si c'était pas avec le coup de blanc. Alors, c'était davantage la bière. Mais il avait cet appétit. Mais il avait cette capacité à résister lui-même en toutes circonstances. Je me rappelle... Même alcoolisé, vous voulez dire, en ayant bu un verre ou deux, hein. Les conseils européens. Il arrivait dans les conseils européens. Les conseils européens, c'est pas quelque chose de particulièrement sympathique ni fraternel. Il y a les chefs d'État qui sont là, les uns à côté des autres. Et nous nous retrouvons donc systématiquement l'un à côté de l'autre. C'était l'époque où les premiers ministres avaient le droit, où les ministres des Affaires étrangères avaient le droit de participer. Et donc, comme ministre des Affaires étrangères, j'étais à côté de lui. Et chaque fois qu'il arrivait, il arrivait avec une sacoche extraordinairement lourde, particulièrement plus lourde que d'habitude. Il ouvrait sa sacoche. Il sortait différentes boîtes de noix de cajou, différentes noix, et il mettait ça devant lui. On savait que les Corona étaient au frais. Il sortait des dossiers volumineux, et puis comme il y avait des entr'actes assez longs, il y avait aussi les dossiers qu'il passionnait sur le Japon au VIe siècle, ou telle calligraphie chinoise qu'il n'avait pas complètement pu décoder. Et là, il était chez lui. Il éprouvait le besoin partout où il allait, et c'est en ça qu'il était vraiment un Limousin. Le besoin de recréer un environnement qui lui était naturel, familial. Ouais. Il était chaleureux. Bien quand il était chez lui. Et il avait cette capacité de mettre à l'aise les gens qu'il recevait et d'être lui-même en toutes circonstances. Il apportait l'apéro, finalement. Il apportait des noix pour tout le monde. Absolument. Ça rend convivial le moment. Voilà. Il était soucieux d'apporter ce qui fait le plus défaut dans la vie publique. Un peu d'humanité. Il était humain. Il était chaleureux, il était fraternel, toujours un mot pour chacun, demandant des nouvelles du membre de la famille dont il savait qu'il avait vécu telle et telle épreuve. C'est vraiment cet attachement à l'homme avant la fonction. Il faisait le salon de l'agriculture à l'époque, il passait, les agriculteurs l'adoraient, et donc du coup il goûtait à tout, etc. Absolument. Vous l'avez fait avec lui déjà ? J'ai pas fait le salon, parce que alors là, le secrétaire général, sa vocation, c'est d'être au piquet. Non, mais en tant que Premier ministre, après... Allez-y, bien sûr, je l'ai fait, oui, pendant des heures. Sans lui, mais vous l'avez fait. Bien sûr, et en fait, c'est pas facile de goûter à plein d'alcool au bout d'un moment. Non, et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que on change d'interlocuteur toutes les 5 minutes, et à chaque fois... Faut retrinquer. Voilà, faut recréer une empathie. Donc oui, il était... Faut tenir l'alcool quand on est président, en vrai, sur un discours. Oui, surtout lui qui n'était pas un grand amateur de vin. Il goûtait de temps en temps, mais il buvait de trop grandes quantités pour pouvoir boire des alcools trop forts. Sauf le rhum, dont il avait l'habitude de dire « le rhum est le seul alcool qui ne rend pas triste ». Et il était évidemment très content quand ses amis de Polynésie ou d'ailleurs lui amenaient des bouteilles de rhum qui lui permettaient de temps en temps de... On voit des photos, il avait un style assez incroyable, il mettait ses pieds sur le siège de devant. Il y a plein de photos, d'ailleurs des tableaux qui sont en vente aujourd'hui, on le voit avec des bandeaux, les pieds en l'air sur le siège en avion, absolument. Vous l'avez vu déjà. Oui, le naturel, la simplicité, oui. Ben, il était plus vrai que nature. On le voit boire des coups dans les bars avec les gens, c'est une autre époque aussi, mais... Oui, mais la clé... Parce que certains pourraient penser... c'est mise en scène. C'est quand même un peu de communication, un peu abusif. Non. C'est une nature, Jacques Chirac. C'est un tempérament. C'est une générosité. C'est quelqu'un qui ne joue pas. C'est quelqu'un qui a cette capacité en permanence à donner de lui-même et à partager. Donc oui, l'amour des gens, c'est pas quelque chose qui était fin chez lui. C'est une vraie réalité. Il est passé un jour, j'étais dans mon landau, pour une petite anecdote personnelle, et j'étais au feu rouge, enfin mes parents étaient au feu rouge, ils me poussaient, j'avais quelques mois. Il est passé en voiture avec son cortège, et en fait il est sorti de la voiture. Après c'est peut-être quelque chose qu'il allait bien faire. Oui, il est sorti de la voiture, mes parents, bouche bée maintenant, pourquoi, machin. Il est venu, il a dit quel âge il a. Il a dit, est-ce que je peux? Il m'a pris, il m'a fait un bisou sur le front, il a dit, beau bébé. Voilà. Il a reposé le bébé, il est remonté, il est reparti. Il savait, et je blague bien sûr, il savait qu'un jour vous auriez 18 ans et une carte de vote. Oui, c'était la culture d'aller... Mais oui, mais c'est surtout le goût des gens. Moi, combien de fois je l'ai vu rentrer dans mon bureau en me disant « Dominique, on m'a donné une information, j'ai eu le facteur de mon village qui m'a dit que... Et donc, faites attention, parce que sur le plan politique, si vous prenez cette décision, eh bien, vous risquez d'être mal compris dans mon village. » Donc, c'est quelqu'un qui, en permanence, avait le goût de multiplier les informations. Je me rappelle recevant François Pinault et lui disant « Alors, comment va le petit commerce ?»
À l'époque, François Pinault avait le Printemps, je crois. Et donc, évidemment, il lui apportait des nouvelles de la consommation, de ce que les gens achetaient, de ce qu'ils n'achetaient pas. Il y avait toujours cette volonté d'être au plus près de la vie des gens, de ce qui faisait la préoccupation des Françaises et des Français. Le 25 juillet 1995, à l'époque, vous êtes secrétaire général encore de la présidence, il y a un attentat islamiste qui va faire 8 morts, 117 blessés à la station de RER Saint-Michel-Notre-Dame à Paris. Vous apprenez la nouvelle. C'est quoi la première chose qu'on fait à l'époque dans une situation pareille? On avertit le président? C'est vous qui l'avertissez? C'était le GIA qui avait frappé. Qu'est-ce que c'est que le GIA C'était le groupe algérien extrémiste qui sévi et commis pas mal d'attentats dans cette période, qui avait frappé donc à la station Saint-Michel, faisant des morts et de très nombreux blessés. 117. Et donc j'apprends la nouvelle, et apprenant la nouvelle, la première chose que je vais faire, c'est voir Jacques Chirac. Et Jacques Chirac me dit, qu'est-ce qu'on fait? Très vite, on se rend compte qu'il faut y aller. Et donc Jacques Chirac me dit, venez avec moi. Et je me rappelle, il était dans sa fameuse CX, dans sa fameuse Citroën. La voiture avance particulièrement vite pour se rendre à Saint-Michel. Et je revois son regard, sa gravité, sa concentration. Je revois le poids que cela représente quand on est chef d'État, de se dire un drame frappe les Françaises et les Français, toute la nation est dans l'épreuve. Et il faut que dans ce moment-là, le recueillement, la gravité qui est la mienne, Jacques Chirac, ce soit véritablement au nom de la nation, au nom du peuple, que je vive cet événement. Et donc, on a été à Saint-Michel. Il y avait un hôpital de campagne qui, sur le parvis de la place Saint-Michel, avait été créé. On est descendu dans le métro. Donc, imaginez le spectacle, l'émotion. Vous arrivez alors qu'il y a encore les corps, etc. à l'époque. Oui, bien sûr. L'émotion que cela représente. Et c'est tout à coup de se dire, voilà, la République est menacée, les Français sont menacés. Et il va nous falloir trouver les réponses et faire en sorte que tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français puissent se retrouver, communier ensemble dans ce moment tragique. Il était énervé en off après quand il voit ça, quand vous voyez vous aussi Non, Jacques Chirac est un homme de très grand sang-froid et au contraire, on est renvoyé à son devoir, on est renvoyé à sa responsabilité, on est renvoyé à l'exigence de l'action et de la coordination, donc mettre en place une cellule de crise, mobiliser l'ensemble des services nationaux, faire en sorte de pouvoir saisir tous les signaux faibles ou plus forts qui peuvent nous permettre de mieux comprendre et de trouver les clés, et à partir de là, d'apporter les réponses indispensables. Est-ce que le terrorisme a changé depuis 1995 ? Les raisons qui conduisent des individus à agir de façon violente restent souvent les mêmes. Et les modalités, même si évidemment elles évoluent, les techniques peuvent évoluer. Mais fondamentalement, il y a ce caractère opportuniste du terrorisme qui s'appuie sur les moments vulnérables, s'appuie sur les fractures du pays pour essayer de marquer des points. Donc il y a en permanence à prendre à la fois la réalité de la violence, mais en même temps l'exploitation de cette violence à des fins de communication, à des fins politiques, pour diviser les Français. Et dans ces mécanismes, je crois qu'il y a toujours le même mode opératoire. C'est envoyer un message avec l'espoir du côté des terroristes qu'ils vont diviser la nation, qu'ils vont monter les Français les uns contre les autres, que tout cela va nous conduire à nous fragiliser. Et donc c'est là où l'esprit de rassemblement doit être au rendez-vous de la façon la plus forte. Et c'est bien sûr le chef d'État qui, au premier chef, porte cette exigence. C'est ce que nous verrons dans les autres drames que nous avons connus depuis cette date. Est-ce que, Jacques Chirac, quand vous buviez un verre, peut-être après le travail, je ne sais pas si vous pouvez prendre un petit temps pour discuter sympathiquement, amicalement, après, parfois, est-ce qu'il vous a donné des conseils Est-ce qu'il vous disait, tiens-toi droit, ou prends une fiche comme ça, ou pour te discours? Est-ce qu'il vous donnait des conseils amicaux, bienveillants, pour vous accompagner? Non, c'est pas quelqu'un. Jacques Chirac n'est pas du tout intrusif. Il était extraordinairement respectueux de tous ceux qui travaillaient pour lui et avec lui, très reconnaissant. Donc c'est un homme qui était capable de témoigner au quotidien de sa gratitude et de sa reconnaissance. C'est pas quelqu'un qui jugeait.
C'est pas quelqu'un qui vous mettait dans la situation de vous tester ou de vous faire passer un examen. Moi, j'ai connu des responsables politiques qui, en permanence, voulaient marquer le coup vis-à-vis de collaborateurs qui n'avaient pas donné pleinement satisfaction ou qui n'avaient pas la réponse à telle et telle question suffisamment rapidement. Jacques Chirac est un homme, dans sa pratique du pouvoir, incroyablement humble et comprenant quelle était la dureté de la vie de ceux qui l'entouraient. Et donc son mode de commandement, sa façon de commander, qui était très inspirée de la longue expérience qu'il avait de la vie politique, mais peut-être aussi de son expérience de lieutenant en Algérie pendant plusieurs années, ayant connu la guerre. C'est plus l'idée de l'esprit d'équipe. L'idée que ceux qui sont avec lui doivent être ménagés. Il faut prendre en compte leur situation, même s'il était évidemment très exigeant et très dur dans... Il n'allait pas vous donner des conseils, quoi. Non. J'ai vu, quand j'ai annoncé à l'équipe que vous veniez, il y en avait qui ne savaient pas si vous étiez de gauche ou de droite. C'est bon signe. Vous étiez dans un au-dessus des gouvernement partis. Avec Jacques Chirac, donc un peu plus à droite, et encore, d'ailleurs, ça dépend sur certaines idées, parce qu'aujourd'hui, la gauche et la droite sont pas la même que il y a 20 ans. Le monde a moins. changé. Le monde a changé. Vous avez été invité à la fête de l'UMA en 2024, si je dis pas de bêtises. En 2023, c'était Édouard Philippe qui était invité. Voilà, exactement. Vous voyez, la fête de l'UMA est très ouverte, très éclectique. Oui, non, mais vous êtes très apprécié d'une partie de la gauche aussi. Vous situez comment? Alors, c'est pas une question piège, c'est juste aujourd'hui, la politique a changé, comme vous le disiez, et la gauche et la droite ont changé, évolué aussi. Comment vous situez, vous, là? Mais je n'ai jamais été engagé dans la vie partisane. Je n'ai jamais eu l'esprit de parti, au sens j'ai raison, vous avez tort. Donc, j'ai toujours pensé que la politique, c'était d'essayer de travailler avec ceux qui pensent comme vous, mais aussi ceux qui ne pensent pas comme vous. Et peut-être au premier chef, essayer de convaincre ceux qui ne pensent pas comme vous. Donc, je n'ai pas, une fois de plus, cet esprit de partisan qui conduit à se situer dans la vérité d'un camp. Et aujourd'hui encore, donc, ce qui me guide, c'est davantage l'exigence de rassemblement face à la gravité de la situation et des épreuves que nous traversons. J'avais demandé à Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, mais est-ce que quand vous avez pris vos fonctions, quand vous étiez secrétaire généralisé, donc vous accédez à beaucoup d'informations, Premier ministre aussi, au Quai d'Orsay aussi d'ailleurs, ministre des Affaires étrangères. Et au ministère de la Défense, bien sûr. Est-ce que vous imaginiez certaines choses et en prenant vos fonctions, vous avez été surpris de voir à quel point c'était vrai? Vous avez vu des informations, est-ce que vous avez découvert des choses en vous disant « Ah oui, ça se passe vraiment comme ça. Ah oui. » Je ne vous demande pas quoi, hein. Je ne regarde pas. Mais est-ce que vous avez appris des choses sur des dossiers en étant vraiment très étonné de ce que vous apprenez? Non, parce que la nature de l'information dans les allées du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, ce sont des informations qui très souvent, alors à des degrés variables, mais viennent éclairer des situations qui ne sont pas axées sur des situations individuelles. C'est pas des informations sur la vie des gens, contrairement à ce qu'on peut croire. On a beaucoup glosé et on s'est beaucoup trompé d'ailleurs sur les activités des renseignements généraux. Mais c'est beaucoup plus le rapport des forces. C'est beaucoup plus des situations locales ou nationales. Ça a beaucoup moins trait qu'on ne le croit, et même pas du tout trait à la vie des individus. Je parlais par exemple, il y avait des rumeurs à l'époque, Lady Di avait été finalement tuée par les services secrets. Écoutez, c'est moi qui ai eu le premier l'information de la mort de Lady Di, donc je suis bien placé pour savoir les rumeurs qui ont eu lieu après. Mais il arrive que des situations comme celle-ci arrivent à des têtes couronnées comme à chacun d'entre nous. La banalité de la vie, elle a lieu à tous les niveaux et à tous les âges. Donc oui, je sais à quel point il peut y avoir des fantasmes, des histoires. Ou tel dictateur a tué un... Oui, mais le complotisme s'est beaucoup développé les dernières années. Les réseaux sociaux jouent beaucoup avec ça. Mais vous savez, la réalité est souvent beaucoup, beaucoup plus prosaïque. Ah oui? Par exemple, les ovnis, il y a une époque, vous, quand vous étiez d'ailleurs en politique, il y avait toute une mode des ovnis, il y a plein d'émissions sur le surnaturel. En matière d'ovnis, on a suffisamment à faire avec l'inflation, les déficits, les drames ici ou là. On n'a pas besoin d'en rajouter. Non, mais il y avait une mode à l'époque. Il y a des émissions sur le surnaturel qui cartonnaient à la télé, paranormal, pardon. C'était bien sûr, mais cartons le samedi. Je peux vous dire que dans les secrets de l'État, il n'y a rien sur les ovnis.
Donc, il y a une BD qui a été adaptée en 2010 de Antonin Baudry, qui s'appelle Quai d'Orsay. Qui était un de mes collaborateurs au Quai d'Orsay. Voilà, exactement. Il vous a posé des questions, vous avez Avec demandé... Christophe Blain, qui est un dessinateur absolument formidable, tous les deux pleins de talent. Et donc, ils ont réalisé cette BD à l'époque, sans me le dire. Et moi, je l'ai découverte une fois qu'elle était écrite. Après, ils en ont fait un film avec Thierry Lhermitte, adapté. Est-ce que vous l'avez rencontré pour le conseiller? Je connaissais Thierry Lhermitte. Mais il n'a pas besoin de conseils, vous savez, c'est un acteur Non, mais sur formidable. le rôle, parfois, il aurait pu vous poser des questions. Non, mais je crois que la BD avait suffisamment capté suffisamment d'éléments un peu insolites, un peu atypiques pour viser juste. Donc après, il y a les partis pris de scénario, mais la BD était assez juste sur un univers assez particulier que les Français connaissent mal, qui est l'univers des cabinets ministériels, les antichambres du pouvoir. Comment vous faites pour mobiliser une équipe d'une trentaine, quarantaine de jeunes gens dans la force de l'âge et qui, parfois 18 heures par jour, sont sur le pont à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, c'est comment vous les entraînez, comment vous leur donnez des raisons de se battre, comment vous leur donnez des raisons, y compris le dimanche à 11h le soir, d'être encore au turbin et encore de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était quoi, vous qui avez fait beaucoup de fonctions très différentes à très haut niveau, le moment le plus dur de votre carrière? Vous êtes dit vraiment, là, c'est dur quand même. Je tiens, mais c'est dur. Il y a toutes les grandes épreuves politiques, les manifestations de masse, le contrat première embauche en a fait partie, les émeutes des banlieues également en 2005. Vous avez connu avec Ziad Bouna, c'est ça? Absolument, ce sont des drames qu'on n'oublie pas, qui sont marqués au fer rouge et qui constituent souvent des moments avec des regrets, des moments où on se dit la vie de ces enfants bascule et peut-être qu'il aurait été possible de faire autrement. Donc oui, c'est de ce point de vue-là, la politique, elle est cruelle et elle continue de vous agiter, de vous réveiller la nuit en vous disant est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire? Et c'est pareil quand vous gérez une crise comme la Côte d'Ivoire, Madagascar, Haïti. Vous êtes en permanence à vous poser la question, jour et nuit, de est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas corriger? Au milieu du CPE, j'étais hanté par l'idée... Que faire pour transformer la proposition que j'ai faite? Et est-ce qu'il est possible de modifier les choses? Je voulais parler des enfants avant de terminer 2 secondes, c'est important. Crise des banlieues, c'est en 2005, donc c'est Ziad Bouna, on en parlait juste avant, ils sont rentrés dans un transformateur pour fuir la police. En fait, en gros, ils couraient, ils rentrent dans un transformateur. Ils reviennent d'un match de foot. Ils traversent les cités et il y a un appel téléphonique d'une personne qui, aux abords des chantiers, voit ces jeunes gens et qui croit qu'ils sont en train de cambrioler un baraquement, ce qui n'était pas le cas. Et donc, l'alerte est déclenchée, la police, effectivement, recherche ces jeunes gens, ils se croient, eux, poursuivis, pensent qu'ils sont poursuivis, ils se replient sur un transformateur et 2 d'entre eux sont électrocutés, 2 meurent, et le 3e est grièvement brûlé. Et c'est évidemment un drame immense et des maladresses qui sont commises dans l'information que nous donnons sur le moment, notamment en reprenant les termes d'un communiqué du ministère de l'Intérieur qui indique que c'est à la suite d'un cambriolage, d'une effraction que ces jeunes ont été poursuivis. Donc oui, il y a le remords d'imaginer qu'il y a pu avoir une fausse accusation. Il y a évidemment les esprits qui s'échauffent, et puis il y a l'enchaînement. Il y a ce qu'on ne peut pas prévoir. Il y a, à un moment donné, le lendemain, des émeutes qui démarrent à la suite d'un déploiement policier. Il y a une grenade malencontreusement lancée à l'entrée d'une mosquée. Et puis les choses se développent, les choses se répandent d'un quartier à l'autre. Et puis vous vous retrouvez confronté à de gigantesques émeutes qui doivent mobiliser tous les pouvoirs publics. Là, on vous voit en photo en 2006 à Beyrouth, quand vous étiez Premier ministre, vous descendez de l'hélicoptère.
Est-ce qu'en tant que Premier ministre à des postes de fonction comme vous avez eu peur pour vous, pour votre sécurité à vous, votre famille? Est-ce que quand on atteint ce niveau-là, oui, on a peur? Oui, sur des théâtres de guerre, sur des théâtres de crise, quand on va en Afghanistan comme ministre des Affaires étrangères, en Côte d'Ivoire, dans certaines circonstances où la crise est forte et vive. Vous êtes au milieu de... Et vous sentez que les esprits sont très fortement échauffés. Donc oui, le risque est là. Mais il y a aussi le sentiment qui, en quelque sorte, l'antidote à la peur, qui est le sentiment d'être là où on doit être, le sentiment qu'on est juste, le sentiment qu'on fait ce que l'on doit, le sentiment qu'on représente la France. Et ça écarte tout le reste. Le sentiment d'être juste, d'être véritablement dans l'exercice de la fonction qu'on doit exercer dans sa plénitude. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vous permet de vous dépasser. Quand vous allez quitter Matignon, partez... votre femme, Marie-Laure à l'époque, et votre ex-femme aujourd'hui, mais qui était à l'époque votre femme, va venir avec une veste brodée. Je mets la photo à l'image. C'est plus une petite anecdote rigolote, mais avec marqué adios, ciao, ciao, bye bye, salut, sur sa veste. Dans toutes les langues. Vous étiez au courant qu'elle arrivait comme ça? Non, elle m'avait pas prévenu. Je savais que cette veste existait. Dans la garde-robe, quoi. Je ne suis pas un adepte de tout ce qui peut ressembler à quelque chose de personnel montré en public, mais je dois dire que c'est vrai que les épreuves qu'elle avait traversées à Matignon, sa personnalité aussi, c'est une artiste, sculptrice, lui ont permis à ce moment-là, et c'est très dur, vous savez, la vie d'épouse pour un homme politique, parce que ça conduit souvent à s'effacer, ça conduit à s'oublier, et donc je trouvais qu'il était tout à fait normal, et j'ai donc parfaitement bien compris qu'elle ait eu envie d'adresser ce clin d'œil, ce signe, dans le fond, de ce qui pouvait ressembler à une forme de libération au dernier jour de Matignon. Vous n'étiez pas super content de ça, j'avais dit. J'ai une idée de la fonction qui fait qu'on s'efface derrière la fonction, mais je dois dire que j'ai compris ce qui pouvait l'animer et l'envie qu'elle avait à un moment donné d'être elle-même, ce qui n'est jamais facile pour une femme d'homme politique. De vivre avec un homme politique, ouais. Non, c'est difficile. C'est lourd. Vous allez avoir Très 3 lourd. enfants, c'est ça, avec elle? 3 enfants. 3 enfants. Oui, tout à fait. Marie, Arthur et Victoire. Absolument. Donc vous disiez tout à l'heure ce que j'ai fait de mieux dans la vie. Vous disiez tout à l'heure que malheureusement vous n'avez pas eu assez de temps parce que vous étiez très pris. D'ailleurs, votre ex-femme a dit il m'a trompé plusieurs reprises, il m'a trompé avec la France. C'est à quel point vous étiez à un moment donné pris par autre chose. Qu'est-ce que vous avez réussi avec vos enfants? Je crois que j'ai réussi à leur transmettre l'héritage qui m'avait été transmis. Les passions qui ont été les miennes, et c'est une chance merveilleuse que de pouvoir partager avec ses enfants la passion de l'art, la passion de la littérature, la passion du monde, la passion des voyages. Ils font quoi aujourd'hui, pardon? Ils sont dans la politique ou rien à voir? Marie l'aînée est peintre et assez exceptionnelle dans la générosité de son tempérament, de son goût de créer, de partager. Mon deuxième enfant, mon fils Arthur, est à Hong Kong et il a entrepris dans de nombreux domaines et en particulier il dirige une galerie d'art à Hong Kong. Toujours la passion de l'art qui les anime tous et un tempérament très très indépendant, très original aussi. Et la dernière, Victoire, elle a fait HEC et a choisi le commerce, la vie de l'entreprise. Et donc, elle a commencé aux États-Unis, à New York, et elle vient de rentrer en France. Et elle a la caractéristique d'être très singulière, suffisamment singulière pour rester à l'écart à chaque fois de tout ce qui touche à la politique ou à la vie publique. Je demande ça à chaque invité. Est-ce que vous avez raté quelque chose dans l'éducation que vous n'avez pas répété après avec les autres enfants? On fait tous des erreurs en tant que parents. Parfois, ça peut être trop d'écran, ça peut être trop de... Qu'est-ce que vous avez fait? Ma fille me dit souvent que la première ou le premier, c'est celui qui essuie les plâtres. C'est souvent c'est le pain qui est trop cuit. Mais c'est vrai qu'on est souvent plus exigeant avec l'aîné. Et on se détend après. Et ceux qui viennent après bénéficient de l'expérience qu'on a pu avoir comme père ou comme mère, et donc plus compréhensif, plus accessible,
parfois capable peut-être aussi de relativiser les choses, mais on est souvent plus dur avec l'aîné. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Vous voyez, on voit avec les enfants. L'Inde avec ses colliers de fleurs absolument inouïs. C'est Marie et Arthur, là, c'est ça? Voilà. Mais la vie à l'étranger resserre une famille. Ça conduit à être encore plus proches les uns des autres, dans une forme d'affection extrêmement exigeante. On parle de sacrifice, mais on s'imagine jamais jusqu'à quel point. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez même rater des anniversaires. Par exemple, s'il y a des déplacements, il y a des moments où vous appeliez votre femme pour les entendre au téléphone, etc. Ça va jusque-là, quoi. On rate beaucoup de choses. On rate beaucoup de vacances, on rate des moments importants comme les anniversaires. Alors quand on est en Inde, c'est un peu moins grave parce que en anniversaire, alors que parfois en France, c'est un clown qui est invité. En Inde, c'est un éléphant qui est en général l'invité surprise des fêtes anniversaires. Donc que pèse le père par rapport à l'éléphant? Pas grand-chose. Mais oui, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, c'est là où on s'en veut, c'est là où on se dit qu'on ne fait pas totalement ce qu'on devrait faire, mais voilà, le devoir exige. Il y a aucun moment, honnêtement, où on se dit j'en ai marre, là, je vais arrêter, je vais partir avec mes enfants, ma femme pendant quelques semaines pour me reposer, de la politique, j'en peux plus. Et rencontrer pas mal d'hommes politiques. Ça arrive. Et je dois dire même que dans certaines fonctions, on compte les jours. On est un peu comme le condamné dans sa cellule qui met à la craie des bâtons pour signifier le passage des journées en se disant vivement la quille. Donc oui, ça existe, ça, bien sûr. C'est parfois très douloureux, très difficile, très long. Et on tient parce qu'on croit en ce qu'on fait. Mais on a quand même envie d'y retourner 20 ans après, quasiment. Oui, sans doute pas pour les mêmes raisons. Et sans doute pas encombré des mêmes motivations. Vous savez, quand vous avez 71 ans, vous ne cherchez pas à avoir votre photo en haut de l'affiche. Vous ne cherchez pas à marquer des points pour vous. Je dirais qu'à 71 ans, on a sans doute appris l'esprit collectif. On sait que c'est une équipe qui gagne, c'est un pays qui gagne, c'est un peuple qui gagne. C'est pas soi-même en exergue qui réussit quelque chose d'extraordinaire et qui peut avoir le sentiment d'être génial. Toutes ces futilités, toutes ces fantaisies, on les laisse de côté. Et donc c'est d'abord pour faire gagner l'équipe de France et que quelqu'un d'autre finalement devienne la tête d'affiche a assez peu d'importance. Mais oui, on est dans l'esprit de celui qui veut le meilleur, qui veut conseiller, qui veut tirer les leçons des expériences qu'il a vécues, qui veut qu'on évite de répéter des erreurs. Donc c'est plus aujourd'hui l'esprit qui est le mien. C'est pas tous pour moi, c'est tous pour la France. On va y revenir pour terminer dans une minute, juste avant. Affaire Clearstream, pour expliquer, en septembre, c'est à l'époque en 2004, en fait c'est le début de l'affaire Clearstream, donc je l'explique en 2-3 phrases, vous me direz si je ne dis pas de bêtises. C'est une rumeur, à la base, qui parle d'une liste de personnalités qui auraient des comptes bancaires secrets dans une banque luxembourgeoise. Il y aurait d'ailleurs sur cette liste, il y avait Nicolas Sarkozy, etc. En réalité, tout est faux. On va l'apprendre après. En fait, on vous accuse d'avoir su que ces documents étaient faux, mais de les avoir laissés être diffusés sans rien dire. À l'époque, pour salir Nicolas Sarkozy, il y a toute une histoire. Lui aussi vous accuse de vouloir arrêter sa carrière. Voilà. Vous êtes officiellement après relaxé en 2011. Tout est bien. Deux fois. Oui, tout se calme. D'abord en 2008 et en 2011 pour la deuxième fois. Comment vous le vivez, vous parlez des moments Très douloureusement. Très douloureusement parce que vous êtes atteint dans ce que vous avez de plus profond. C'est très difficile de se voir accusé d'être victime de calomnie, d'être soupçonné, que je ne pouvais pas imaginer au départ. Et puis il faut se faire à l'idée que certains peuvent imaginer que c'est vrai, que Nicolas Sarkozy a pu lui-même se sentir blessé, a pu croire qu'il était attaqué. Et donc il faut très vite comprendre il faut prouver. Il ne s'agit pas, quand vous êtes un homme politique, simplement d'être exonéré de ce que vous avez fait au terme d'une enquête. Vous êtes en situation de devoir prouver que vous n'avez pas fait ce qu'on vous reproche. Donc, en quelque sorte, la charge de la preuve, elle vous revient. Il faut démontrer que vous n'êtes pas celui qu'on croit. Et le simple fait qu'on puisse imaginer que vous l'ayez fait, c'est déjà quelque chose de... Il n'y a pas de présomption d'innocence, c'est contraire. Absolument, c'est quelque chose déjà de particulièrement dur. Mais c'est... un chemin où il faut se concentrer, s'oublier, accepter d'être sali, accepter de se voir souiller son image, son honneur, ses intentions, sa famille. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus douloureux, c'est que ceux qui sont à côté de vous prennent les coups aussi
Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Voir vos enfants souffrir, voir votre épouse elle-même attaquée. Cette idée que tout à coup, tout change. Vous êtes mis au banc de la société, on ne vous parle plus. Cette idée qu'il n'y a que l'exil qui peut vous permettre aujourd'hui de rester vous-même. Donc oui, ce sont des longues années à prouver. Et même quand vous l'avez prouvé, quand vous êtes innocenté, qu'on a compris que vous ne l'aviez pas fait, ce qu'on vous reprochait. Ça n'intéresse plus après ça. Voilà, ça n'intéresse plus. C'est quelques lignes en bas de page. Et quand ça arrange tel ou tel dans la vie politique, on vous le renvoie à la gueule. Même quand on sait que les choses sont fausses, et j'ai vu au cours des dernières années beaucoup d'accusations fleurir comme cela, il est payé par machin, À chaque fois, les gens savent que c'est faux. Mais on vous le renvoie comme une assignation. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus douloureux, la mauvaise foi, le fait de savoir qu'un argument est faux. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix, très tôt, de passer mon chemin, de ne pas en vouloir à ceux qui se livraient à ces comportements, de ne pas attaquer en diffamation. La dignité, c'est de rester soi-même, de marcher fidèle à ce que l'on est, sans se défendre. Et je pense que les Français sont assez intelligents pour savoir discerner qui dit vrai et qui triche. Vous disiez, vos enfants l'ont mal vécu, même de l'intérieur. Douloureusement vécu. Douloureusement vécu. Qui vous voient au JT, au machin. Dans une famille, voir mis en cause votre père à la télé tout le temps, c'est une souffrance. La cour de récréation est cruelle. Voir des amis qui vous insultent votre père, vous considèrent vous-même enfant alors que vous êtes totalement à l'écart de tout ça, mis en cause. Oui, la vie est cruelle. Et évidemment, on souhaiterait pouvoir protéger, éloigner ces enfants de ce type de souffrance. Et sans doute, la plus belle preuve d'amour qu'ils puissent vous donner, c'est de ne pas vous en vouloir. Vous pardonnez la vie politique. C'est de me pardonner à moi, leur père, de les avoir fait traverser cela. Ça, c'est sans doute le plus beau cadeau que mes enfants puissent me faire. Moi, très jeune, j'ai compris que on ne se bat pas contre un autre. On se bat pour quelque chose. On se bat au service de quelque chose. Et la passion que j'ai eu la chance d'avoir, par l'exemple qui m'a été donné dans ma famille, c'est l'idée que servir, c'était se grandir. Vous en êtes voulu vis-à-vis de vos enfants, à un moment donné, dire « Est-ce que ça vaut le coup de faire ça à ma famille ?» et tout. Est-ce que quand on a autant de responsabilités, parfois on s'en veut? Oui, on s'en veut. On s'en veut, mais c'est là où une famille, c'est la capacité de s'écouter, de se parler. Mais j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui ont pris le temps de m'expliquer des choses que je ne comprenais pas, parce que vous savez, les époques changent, les situations changent. Pour pas être un boomer, mais oui, explique les nouvelles consommations. Des musiques, des émotions, des sentiments, des regards qui étaient les leurs, qui étaient ceux de leur génération. Avoir des enfants qui ont la patience de vous expliquer comment se servir de tel ou tel outil informatique. J'ai eu la chance de bénéficier d'une éducation que m'ont offert mes enfants. L'éducation, c'est à double sens. Vous allez devenir avocat à 54 ans, 2008, fin 2007-2008. C'est pas une petite expérience que de se retrouver pour la première fois en robe. C'est un rêve d'enfant. Avec des jeunes de 23-24 ans. Pourquoi vous avez voulu donc arrêter la politique et partir, changer complètement de vie? Alors d'abord, je vous dirais la vérité, c'est que d'abord, j'avais pas beaucoup de choix. Il fallait réinventer une vie. Vous êtes en politique, ça s'arrête en 2007. Vous êtes l'objet de calomnies, de suspicions, et il faut vous défendre. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de mains qui se tendent, il n'y a pas beaucoup d'invitations à dîner, il n'y a pas beaucoup de... du jour au lendemain, vous voyez le... Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et à bien des égards, vous êtes montré du doigt, vous êtes moqué, on se fout de vous. Dans la rue, parfois, non? C'est arrivé, oui. Oui, bien sûr, insulté. Mais vous savez, dans les 2 dernières années, les harcèlements, les insultes, les menaces, y compris parfois les menaces de mort, me visant moi, visant mes enfants et ma famille, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Vous savez, faut pas penser que l'homme politique, tout est facile et tout est rose. On voit souvent la voiture, le chauffeur, l'officier de sécurité, mais il y a parfois de l'hostilité, il y a parfois de la rage, il y a parfois une cristallisation de la colère qui peut se faire. Et donc... il faut passer à travers tout ça. Et là, donc, je me retrouve au sortir de Matignon, Premier ministre. Je me rappellerai toujours l'un de mes très vieux amis, il me regardant et me disant, mais dans le fond, tu sais faire quoi, toi? Et vous vous retrouvez dans cette situation. Il faut repartir à zéro.
Il faut, comme quelqu'un qui vient d'être licencié qui d'une boîte. commence dans la vie professionnelle. Voilà. Tout doit recommencer. Et rien n'est facile, croyez-moi. Il y a pas tous les gens qui vous avaient fait des promesses, parce que Dieu sait s'il y en avait, des propositions. On te propose de devenir, dans le domaine de l'art, président de ceci. On te propose de diriger tel think tank. Là, plus personne. Ouais. Et donc, voilà, il faut compter sur soi-même. Et donc, le métier d'avocat a été, c'est vrai, a été pour moi une opportunité de nouer avec un monde où je pouvais, dans le domaine de la médiation, dans le domaine du règlement de certains contentieux, eh bien faciliter les choses. Parce que mon métier, depuis que je suis tout petit, parce que j'ai vécu dans des circonstances familiales qui ont fait que l'angoisse de mon père, l'inquiétude familiale fait que j'étais le second. Et donc j'avais vocation à servir de trait d'union entre mon frère, tempérament très fort, très difficile, et mes parents. J'avais vocation à être en quelque sorte le diplomate de la famille. Et en même temps, celui qui pouvait faire rire dans certaines circonstances. Et donc développer ce goût pour régler des problèmes, pour trouver des solutions, pour faire preuve d'imagination. Et donc le métier d'avocat, à cet égard, était tout trouvé. Vous avez lancé votre parti politique, la France humaniste. Un mouvement d'idées, un mouvement de citoyens, un mouvement rassemblant des associations, la France humaniste, parce que je pense que c'est la France, c'est le visage de la France, l'humanisme. L'altérité, l'universalisme. C'est ce qui fait que la France, c'est pas un pays tout à fait comme les autres. Et moi, j'ai grandi avec cette idée qu'il y avait un destin français. Et évidemment, il s'incarnait, ce destin français, dans des grandes figures de notre histoire. Quand on crée un parti politique, on va aller chercher des amis, d'autres politiques qui vont venir vous rejoindre pour fortifier ça. Comment ça se passe ? C'est ça qui est un peu unique, pour moi en tout cas, parce que je ne l'ai pas connu précédemment, même si j'avais créé dans le passé un autre mouvement. Ce qui est unique, c'est l'engouement, le sentiment qu'il y a une attente, qu'il y a une réception favorable face à cela. Le fait que dans la jeunesse, je sens dans toutes les universités où je me déplace, dans tous les déplacements que je fais en province, j'étais à Mulhouse il y a quelques semaines, j'étais à Marseille, à Toulouse, je sens qu'il y a un besoin de confronter ces idées, un besoin de penser la politique autrement. Un besoin de faire de la politique autrement. Et puis un besoin de s'engager. Nous sommes dans un moment où, à nouveau, on veut croire que la politique pourrait changer les choses. On veut croire que s'engager, ça peut aussi changer les choses. Et cet engagement, il est plus que jamais nécessaire si l'on veut être capable d'être à la hauteur de notre ambition française. Dans votre livre, vous dites, j'ai noté la phrase, « Mon premier devoir, c'est de faire en sorte d'apporter jusqu'au bout la contribution qui est la mienne. » C'est quoi le bout du chemin politique ? C'est jusqu'au bout de la dernière force, de la dernière marche de ce que l'on peut donner à son pays. Et une fois de plus, je ne parle pas là de la dernière marche du pouvoir. Certains, très, très jeunes, se rêvent tout en haut de l'affiche. Moi, je ne rêve pas d'une fonction. Je rêve d'aller au bout d'une mission que je me suis fixée enfant et qui est de servir mon pays. Tiens, si vous décidez de vous présenter pour 2027... Si on lit votre livre, on peut retrouver des idées, justement, dedans. On peut se nourrir dans le livre. Il y a oui, les convictions qui sont les miennes. Il y a des pistes, il y a des propositions. C'est pas un livre de programme. C'est un livre qui vise à permettre à chacun de comprendre l'époque que nous vivons et à donner des clés. Vous voyez, nous avons une situation qui évolue en Iran. Comprendre les enjeux, comprendre ce qui se passe. Car il y a en matière internationale comme en matière nationale, des processus. Donc tout ça, c'est permettre à chacun d'avoir des clés pour mieux comprendre les enjeux de notre vie collective et mieux se situer en France et dans le monde. Quand on est numéro 1 du classement des personnalités préférées politiques des Français, quand on crée son parti politique à 1 an et demi d'une présidentielle, on attend quoi pour annoncer qu'on sera candidat ? D'abord, on attend que la campagne présidentielle soit lancée, que les Français se posent la question de cette élection et soient dans cette élection. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans d'une échéance et nous sommes à un moment où il y a des besoins fondamentaux qu'il nous faut satisfaire. Il y a des défis qu'il nous faut relever. Nous sommes encore dans le temps de l'action politique avant de rentrer dans le temps de l'élection. Je veux montrer qu'au-delà des partis, des Français très différents, et c'est pour cela que la France humaniste est un parti ouvert à tous, quels que soient les engagements politiques.
Et c'est un parti auquel on peut adhérer tout à fait gratuitement. Donc c'est vraiment le souci de montrer par son engagement qu'on peut servir son pays, qu'on peut développer de nouvelles idées, mettre en place ou penser de nouvelles politiques. C'est vraiment essayer de se projeter en pleine citoyenneté dans le monde qui vient. Comment on se prépare? Est-ce qu'on apprend des choses si toutefois vous vous annoncez candidat? Comment on se prépare? C'est une gymnastique de tous les instants. Apprendre de la personne qui vient vous voir pour vous dire voilà, y a tel problème, vous n'y prêtez pas assez attention. C'est lire les courriers que vous recevez pour essayer là aussi de s'imprégner de destin personnel, de trajectoire personnelle. C'est essayer en permanence d'être à l'écoute des problèmes du monde et à la recherche, et ça c'est un travail collectif, à la recherche des bonnes pratiques, des bonnes idées, des bonnes politiques qui permettraient d'apporter des réponses aux difficultés qu'éprouvent les Français. Est-ce que les Français qui vous aiment et qui vous suivent, ce qu'ils peuvent espérer que vous arriviez peut-être en 2027 en tant que candidat? Le travail que je fais, c'est un travail pour essayer d'apporter ma contribution à un débat national. Et je ne rassemble pas avec l'idée d'en tirer un parti ou d'en tirer un profit. Je rassemble avec l'idée que c'est la clé d'une réponse pour la France. Que la République a besoin que chacun d'entre nous, à un moment donné, s'engage. Et c'est pour cela que je m'adresse à tous les Français, une fois de plus, quelle que soit leur couleur politique, quelles que soient leurs idées, quel que soit leur engagement. Il y a un chemin qui peut nous rassembler. Et l'unité, nous le voyons plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui, c'est la clé pour avancer et marquer des points dans le monde. C'est vrai en football, c'est vrai dans la vie. Merci pour votre réponse. Merci. Le pouvoir de dire non, voilà, chez Flammarion, si vous voulez aller chercher le livre de Dominique de Villepin, je vous mets le lien en cliquable dans la description, voilà, sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, et si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, merci beaucoup. Je vous disais tout à l'heure, on est encore premier podcast de France au jour du tournage, merci 1000 fois pour ça. Dans la description de ce podcast, je vous mettrai donc le lien, pareil, pour commander le livre. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, d'être venu jusqu'à nous pour passer, on a pris le temps de pouvoir aborder plein de sujets. En souhaitant que vous restiez longtemps numéro 1. Merci beaucoup. On va croiser les doigts. Merci beaucoup à toute l'équipe aussi d'avoir préparé l'émission. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.